Là, ça a été le deuxième gros KO que j'ai pris. Je suis resté un peu j'ai regardé par la fenêtre et je me dis: «Ça y est, ma vie, va prendre une autre tournure» et donc le cardiologue regarde mes examens, il me dit: «Bon, bah, effectivement, là, on va pas prendre de risque, on va t'opérer, ça a vraiment trop bougé, on peut pas rester comme ça». Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène Et Fanny, deux sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti! Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Jérémy. Son histoire, c'est celle d'un jeune homme passionné de sport, coach, compétiteur, mais aussi opéré 2 fois à cœur ouvert. À 13 jours de vie déjà, il était sur la table d'opération. Et à 27 ans, il doit à nouveau affronter une intervention lourde, cette fois avec la pose d'une valve mécanique. Malgré les cicatrices, les contraintes, les doutes, Jérémy a choisi de transformer ses épreuves en force. Il nous parle aujourd'hui de résilience, de sport adapté, d'acceptation du corps, mais aussi de la manière dont on peut continuer à avancer, même quand le cœur impose ses propres règles. Merci Jérémy pour ta confiance et ton authenticité. On est honoré de t'avoir à notre micro. Ok, alors on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité. Et donc je ne sais pas si tu écoutes les podcasts Cœur battant, Jérémy, mais je commence toujours par demander les mêmes choses à chaque participant, c'est-à-dire de se présenter en nous donnant ton prénom, ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et en dernier, ton lien avec les pathologies cardiaques. Bon, déjà, bonjour à vous. Donc moi, Jérémy Aide, 32 ans, papa d'un petit garçon de 3 ans. Donc dans la vie, je suis coach sportif, et double opéré du cœur. Donc ça, on y reviendra après. Donc voilà, donc aujourd'hui, mon métier, c'est d'aider les gens à se remettre en forme. Je fais du coaching personnalisé. Donc moi, je suis basé au Havre, en Normandie. Et puis j'aide aussi du coup les gens à distance. J'ai une petite chaîne YouTube, une petite chaîne Instagram et puis voilà, je développe mon activité. Alors, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton histoire, justement avec le lien avec ta pathologie cardiaque? Est-ce que tu es né avec? Et en fin de compte, quand est-ce que tu as été diagnostiqué? Bah, moi, j'ai été diagnostiqué assez jeune parce que j'ai été diagnostiqué avant ma naissance. Donc c'est quand, ma mère était enceinte de moi, en fait, ils lui ont dit qu'il y avait un problème, il y avait un souci, en fait. Ils lui ont dit que j'étais, un bébé, pas viable, en fait, que j'allais pas survivre à la naissance et donc bah, mes parents, ils ont pris peur évidemment, ils savaient pas ce qui leur arrivait donc ils ont été sur Paris, parce qu'à la base, on n'est pas de Paris du tout. Ils ont été sur Paris parce que du coup, ma mère a accouché dans le service spécialisé dans les malformations cardiaques des nouveau-nés et effectivement, à ma naissance, les médecins avaient raison. J'avais bien cette malformation donc qu'ils avaient vue lors des examens pendant que ma mère était enceinte. Donc j'avais bien cette pathologie à ma naissance. Donc c'est une sténose aortique, hein, que j'ai, donc je pense qu'on y reviendra un peu après, mais voilà, c'est une sténose aortique, je suis né comme ça et donc après, donc je suis resté 13 jours en observation, donc je suis né, les médecins m'ont mis tout de suite dans une couveuse. Je suis resté 13 jours en observation, et puis, bah, au bout des 13 jours, le verdict est tombé. Les médecins ont dit qu'il fallait m'opérer, que je pouvais pas survivre comme ça et donc j'ai subi ma première opération à cœur ouvert quand j'avais 13 jours, en fait. Donc voilà un petit peu pour le début de mon histoire.
Et est-ce que tes parents, ils t'ont un peu raconté, du coup, justement, qu'est-ce qui s'est passé, au bout de tes 13 jours? Enfin, ils t'ont raconté que tu as été opérée et comment ça s'est passé en fin de compte? Est-ce que l'opération, elle s'est bien passée? J'imagine aussi que, bah, ils avaient très, très, très peur, de perdre leur je sais pas si tu es le premier. Oui, je suis le premier. Oui, j'ai un petit frère, c'est tout. Ouais, bah, ça doit être angoissant quand même d'avoir un premier enfant, un premier du coup, en plus opération et tout ça, en tant que parent, j'imagine que ça doit être, très frustrant. Oui, oui, alors après je connais pas trop de choses de cette période parce qu'évidemment, moi, je me souviens de rien. Maintenant, oui, de ce qu'ils m'ont dit, évidemment, c'était très difficile, ils l'ont super mal vécu. En plus, ils étaient loin de tout le monde parce que, bah, ils restaient sur Paris, donc il y a certaines autres personnes de la famille ou des amis qui faisaient les allers-retours, mais pas beaucoup. Donc c'était d'autant plus difficile. Mais sinon, mis à part ça, heureusement, l'opération s'est très, très, très bien passée, hein. Apparemment, de ce qu'ils m'ont dit, j'ai été opéré à l'époque par l'un des plus grands spécialistes en France. Lui, il faisait ça tous les jours. En fait, pour lui, c'était la routine. Donc du coup, ça s'est super bien passé et voilà, après, la vie a continué pour moi, à peu près normalement. Enfin, en tout cas, au début, voilà, ça a été très bien. Non, moi, je voulais savoir, du coup, le diagnostic qui a été posé après ta naissance, du coup, c'était la sténose aortique, qui était liée à, une malformation de ton cœur, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça Oui. consiste? Alors, j'ai toujours peur de me tromper quand j'explique ma pathologie parce qu'on m'avait expliqué ça il y a très longtemps. Alors j'ai toujours peur de mélanger, mais de ce que j'ai retenu, en gros, bon, sténose aortique, donc sténose, c'est pour rétrécissement. En fait, je suis né avec la valve aortique, pour faire simple, si je me trompe pas, qui laissait pas passer assez de sang, en fait, qui était trop petite. Donc en fait, j'ai une valve bicuspide et normalement, on doit avoir une valve tricuspide. C'est-à-dire la différence d'une valve tricuspide, c'est qu'il y a 3 ouvertures, il y a 3 clapets, en fait, et moi, je suis né qu'avec 2 clapets, en fait. Donc ça laissait pas passer assez de sang, donc tout simplement, ben, on je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait pendant l'opération, mais je pense qu'ils ont dû me l'ouvrir un petit peu plus et voilà, en fait, c'est ça, l'origine de ma pathologie. OK, ouais, c'est ça et du coup, je pense que des données que moi j'ai, je sais que la bicuspidie aortique, c'est une des malformations congénitales cardiaques qui est la plus fréquente, et que ça peut effectivement entraîner, une sténose aortique plus ou moins rapidement, enfin, ça dépend de la gravité de la bicuspidie. Est-ce que alors moi je passe après sur ton enfance, peut-être que tu as déjà plus de souvenirs. Est-ce que, le fait d'avoir été opéré à cœur ouvert si tôt, dans ta vie, est-ce que ça a modifié des choses pour toi, dans ton développement, hem, dans ton rapport, je sais pas, au corps, au sport, à l'activité physique ou pas du tout? Honnêtement, avant mes 21-22 ans, ça n'a eu aucune incidence sur ma vie, mais vraiment zéro. En fait, les seules choses qui me rappelaient que j'étais un peu différent des autres, c'est, bah, bien sûr, j'ai toujours eu une cicatrice parce qu'on m'a ouvert, dès 13 jours, on m'a ouvert le au niveau du sternum. Donc voilà, j'ai toujours vu mon torse avec une cicatrice, mais qui m'a jamais dérangé, hein. En fait, là, c'est marrant parce que pour moi, c'était normal. Un torse devait avoir une cicatrice et je me rappelle, j'ai eu cette réflexion, c'est quand j'allais à la piscine ou à la plage et que je voyais le torse des autres hommes, je les regardais puis je me dis: «Il manque quelque chose». Je le trouvais vide, leur torse et en fait, du coup, voilà, donc c'est la seule chose qui me le rappelait, mais ça me dérangeait pas du tout. Moi, voilà, je l'aime ma cicatrice au début, honnêtement, ça fait partie de moi et bon, j'ai toujours vu mon torse comme ça, donc il y a aucun souci. Donc ça m'a pas posé de problème. Donc la deuxième chose qui me le rappelait aussi, c'est que du coup, j'étais suivi, donc moi je vais être suivi à vie par des médecins depuis ma naissance jusque voilà, pour toujours. Donc tous les ans, en fait, je devais me rendre à l'hôpital. Donc avant, en plus, j'étais encore suivi sur Paris, donc on devait faire des allers-retours. Alors ça va, c'était très peu, hein. Donc mes parents m'ont expliqué, parce que j'ai pas de souvenir, au tout début, ils y allaient plusieurs fois par an, donc pour passer des échographies et après ça a réduit et moi, dans mes souvenirs, on n'y allait qu'une fois par an après. C'était une fois par an, on se rendait à Paris. Donc pour échographie et au bout d'un moment, on y allait 2 fois parce qu'ils m'ont rajouté une épreuve d'effort. En fait, quand je suis arrivé à l'adolescence, là, ils m'ont ajouté une épreuve d'effort. Donc voilà, c'est les 2 seules choses qui me le rappelaient. Mais sinon, mis à part ça, je me sentais tout à fait normal. J'y pensais même pas, en fait. Je n'y pensais jamais. Pour moi, j'avais aucun problème. J'avais aucun problème et il y a que quand on me posait la question, parce que des fois, on voyait ma cicatrice et on me dit: «Mais Jérémy, mais qu'est-ce que tu as?» Et moi, je répondais normalement: «Bah, je me suis fait opérer du cœur».
Mais pour moi, c'était normal, en fait, c'était mon histoire et les gens me regardaient un peu bouche bée, pour eux, c'était, «Oh là là, mais excuse-moi». Puis je dis: «Bah non, mais c'est rien, enfin, c'est» moi, depuis que je suis né, on m'en parle de ça, donc pour moi, c'est la routine, quoi. Donc voilà, c'est ça, donc jusqu'à mes, voilà, jusqu'à mes 20 ans, j'y pensais pas. J'ai juste encore une question, est-ce que, bon, tu faisais tes contrôles régulièrement, sur Oui. Paris. Je ne sais pas si tu avais aussi du coup des contrôles, plus proches de chez toi par des médecins qui te suivaient, peut-être plutôt sur Le Havre ou non? Au début, mais après ils ont transféré, du coup, ils ont donné le dossier à un cardiologue du Havre et maintenant je vais plus sur Paris. Maintenant je suis suivi au Havre, ouais. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'ils te pourquoi est-ce qu'il y avait cette surveillance, tu vois, encore après? Et est-ce qu'il te disait que ça pouvait, je sais pas moi, qu'est-ce qui pouvait, mal se passer? Ou est-ce que ouais, pourquoi il y avait ce suivi? Et s'il y avait des risques que ton cœur, bah, je sais pas, montre des signes de défaillance à nouveau? Tu savais ça ou pas? Je sais pas. Oui, je savais, ouais, on me l'a toujours dit. Enfin, depuis que j'ai l'âge de comprendre, en tout cas, on m'a expliqué, on m'a dit: «Tu pourras pas rester toute ta vie comme ça». Ce qu'on a fait, voilà, c'est un peu de la «bidouille» entre guillemets, mais on n'a pas réglé le problème. Ils m'ont dit: «Un jour, ça va évoluer, un jour, tu vas devoir te faire opérer», c'était sûr. Tout ce qu'ils savaient pas me dire, c'était à quel âge. Et moi, on m'avait plus dit: «T'inquiète, ça sera vers tes 40-50 ans en théorie». Voilà, c'était les infos que j'avais. Mais donc on me suivait pour voir, déjà effectivement voir si tout évoluait bien parce que j'ai fait toute ma croissance avec ce problème, donc moi le cœur a grandi avec moi, en fait, donc déjà c'était pour voir ça et aussi pour voir, j'imagine à quel moment j'allais devoir, resubir une nouvelle opération. C'est pour ça que j'ai été suivi toute ma vie, ouais. Du coup, en tant que jeune ado, on n'a pas un peu peur, de tout ce que les médecins justement ils nous disent, ben, il faut faire, on suit parce que, on ne sait pas, comment ça va se passer par la suite, on ne sait pas, s'il faut réopérer, et ainsi de suite. On se pose quoi en fin de compte comme question, à cet âge-là? Je crois qu'à cet âge-là, ça nous passe enfin, moi personnellement, j'écoutais, mais ça me faisait ni chaud ni froid. Honnêtement, j'avais je sais pas si c'était de la confiance ou si je me rendais pas compte ou j'en sais rien. Vraiment, on m'expliquait, donc j'étais content de comprendre quand même. C'est vrai, c'est intéressant. Même petit, je trouvais ça intéressant, mais j'avais aucune peur. J'ai jamais eu peur, enfin en tout cas avant mes 20 ans, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Non, j'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Alors, je pense que je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que du coup, tu te sentais, toi, malade ou pas? Non. Dans Ah non, 0 et c'est peut-être grâce aux médecins, grâce aussi peut-être à mes parents, tout ça, qui vont jamais dramatiser la chose. Je pense que ça a joué parce que même j'allais voir le médecin, il m'a dit: «Non mais Jérémy, enfin, tu normal, tu pas si un jour quelqu'un t'embête», même on me parlait pour trouver un métier peut-être ou pour faire un sport, ils m'ont toujours dit: «Tu leur dis de venir nous voir, tu auras aucune, contre-indication, tu as aucune limite, tu es tout à fait normal, tu ne t'inquiètes pas» et donc j'ai grandi avec ce discours. Donc certes, je savais que j'avais un problème, mais avec ce discours du: «T'inquiète pas, tout ira bien, tu es normal» et bah, ça a été non, j'ai eu une enfance vraiment à ce niveau-là, par rapport à ma pathologie, très, très bien, très, très heureuse. Et du coup, tu pouvais faire du sport alors, aussi? C'était, même conseillé alors? Ah oui, oui, j'avais aucune contre-indication, OK. donc je pouvais faire du sport. En fait, ils m'en ont jamais vraiment parlé, ils m'ont juste dit que j'avais aucune, contrainte. Donc conseiller, bah, maintenant que je connais, j'imagine que oui, mais ils m'ont jamais poussé, mais oui, c'était mieux que je travaille mon cœur quand même pour le renforcer. J'ai aucune, enfin aucune indication à ce niveau-là. Je faisais tout ce que je voulais. Donc j'ai fait tous les sports que j'ai voulu, et à l'intensité que je voulais, sans limite, 0 limite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les sports que tu pratiquais même en étant jeune? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as fait du sport en compétition? Parce que du coup, il faut enfin, techniquement, notamment si on fait, par exemple, une licence dans un club ou quelque chose comme ça, souvent il y a certificat médical qui est demandé. Est-ce que ça t'a, freiné ou est-ce que c'était tout à fait possible pour toi de faire ça? Non, c'était possible. Donc moi, j'ai commencé le sport vers mes 14 ans, je crois. Avant, j'en faisais très peu, j'en faisais qu'à l'école. J'étais pas sportif avant, étonnamment. J'avais des bonnes aptitudes physiques. À l'école, j'étais très fort, enfin très fort. J'étais dans les bons, quoi. Mais, j'étais plutôt, jeux vidéo avant mes 14 ans, on va dire, gars.
et c'est à 14 ans que j'ai commencé. Donc j'ai commencé par le tennis, donc là, j'avais aucun problème. Ensuite, j'ai fait de la boxe thaï où là, fallait un certificat médical, mais à chaque fois que j'allais voir un médecin, il me le disait, il me faisait faire un petit test rapidement, il voyait que ça allait bien. En plus, mon médecin me suit depuis que je suis né, donc il connaît très bien ma situation, donc il me donnait toujours mes certificats sans problème. J'ai fait de la boxe, je faisais du motocross, mais ça, je le faisais, si je l'ai fait 1 an dans un club où il fallait aussi un certificat, je l'ai fait sans souci, donc un sport très extrême en plus. Non, avant mes 20 ans, j'ai pas fait de compétition, donc pour la compétition, je sais pas si ça m'aurait bloqué, je pense pas. J'ai pas fait de compétition, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les sports que j'ai faits, je les ai faits sans aucun souci, hein. Et du coup, on arrive à la partie où, je sais pas comment est-ce que tu apprends que, finalement, bah, ton cœur, il montre quelques signes de défaillance. Je sais pas au cours de c'est au cours d'un examen, de contrôle? C'est, à quel moment de ta vie est-ce que ça arrive? La première toute petite alerte que j'ai eue, mais vraiment minime, bah, c'est bien sûr, bah, comme je vous l'ai dit, moi, tous les ans, je passais mon échographie, donc je vais à l'hôpital, je passe mon écho, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je me rappelle, c'était à mes 22 ans, je crois, ou 22-23. Le CrossFit venait d'arriver en France. Vraiment, il se développait, c'était en 2010, je crois. Et donc je m'y suis mis. Voilà, moi, passionné de sport, j'étais à fond, ça y est, j'étais déjà à fond dans la muscu depuis quelques années et ma salle avait ouvert des cours de CrossFit. Je me suis mis à fond pendant 1 an, j'ai fait que du CrossFit, donc bon, maintenant tout le monde connaît le CrossFit, j'imagine, j'ai pas besoin de le présenter, mais c'est très, 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 très violent au niveau cardio. Et durant cette année, j'ai passé mon examen et c'est la première fois de ma vie, première fois, où le médecin a dit: «Ah, ça commence un peu à bouger». Voilà, il m'a juste dit ça, donc pas du tout alarmant, rien, tout était OK, mais il m'a dit: «Ah, ça commence à bouger dans le mauvais sens». Je veux dire, ça commence à il a vu un petit quelque chose et là, alors, il avait pas du tout fait le lien, lui, entre ça et le CrossFit, mais moi, je l'ai fait. Je me suis dit: «Mince, j'espère que c'est pas à cause du CrossFit» et c'est la première fois où du coup, ma pathologie m'a fait un peu peur et du coup, après ça, j'ai arrêté le CrossFit, en fait, de moi-même, hein, mais j'ai arrêté, j'ai eu trop peur. Ouais. Parce que j'avais trop peur que à cause de ça, que je sois obligé d'arrêter, toute pratique sportive et moi, à l'époque, j'étais passionné aussi de musculation, de bodybuilding. Je voulais absolument continuer la muscu. Je me suis dit: «Bon, alors j'arrête le crossfit, je me remets à la muscu. Voilà, je vais faire muscu, course à pied et je veux pas que risquer». Donc ça, c'est la toute première re petite alerte. Bon, mais après, j'ai fait mes trucs, je suis devenu coach entre 2, sport à fond, extrême, compétition de bodybuilding, enfin, j'ai fait tout à fond, quoi. Là, je pouvais pas faire plus de sport. Alors ça m'intéresse de savoir dans cette période-là, est-ce que tu peux un peu nous décrire, du coup, t ta ton quotidien sur cette période-là? Parce que quand tu dis, «à fond» et que ça voulait dire quoi? C'est en termes de, d'heures d'entraînement ou de est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Et ça, c'est une période qui a beaucoup changé ma vie. Moi, j'ai commencé, la musculation à 16 ans. J'étais en salle à 16 ans, parce que j'étais mal dans ma peau comme beaucoup d'adolescents. J'étais tr un gar un homme très maigre, grand. Je faisais 1,84 m, 65 kilos et je voulais en imposer un peu plus. En plus, à l'époque, je faisais encore de la boxe et je me faisais un peu, donc il me mettait avec les grands et je me faisais un peu ratatiner parce que tout le monde était plus lourd que moi et j'en avais un peu marre. Donc je me dis: «Bon, je vais m'attirer». Ah oui, une autre petite anecdote aussi que je voulais raconter, d'ailleurs j'y pense, c'est que du coup pendant je crois que c'était je dirais une bêtise, peut-être mes 13-14 ans. Donc j'ai mon corps, bah, je grandissais évidemment et il faut savoir que moi à cause de cette pathologie, vu qu'ils m'ont ouvert le sternum, un effet secondaire, c'est qu'en fait, ma cage thoracique, j'ai une malformation de la cage thoracique. Aujourd'hui, j'ai une cage thoracique qui est un peu avancée, en fait et du coup, quand un homme est pas musclé et maigre, normalement, son torse et son ventre, ça fait tout droit, quoi. Moi, non, ça faisait la cage thoracique et ça redescendait un peu. Donc en fait, j'ai toujours eu des petits pecs, en fait. Ça faisait une petite bosse et j'ai dit au médecin: «Pourquoi ça fait ça?» Donc il m'a expliqué, il m'a dit: «Bah, c'est à cause de ton opération, c'est une petite forme malformation, ta cage thoracique a gonflé». Et il m'a dit: «La seule façon de le cacher, bah, c'est de prendre des pectoraux, c'est de prendre de la masse musculaire». J'ai dit: «Bon, bah, moi qui voulais en faire pour devenir un peu plus musclé, il m'a convaincu, je vais me mettre à la musculation» et là, je m'y suis mis à fond. Alors pas que pour ça, hein, mais aussi pour moi, mais du coup, ça a favorisé mon envie. Donc je me suis mis à la musculation, donc là, ça a été, j'y allais tous les soirs pendant 2 heures, c'est simple, tous les soirs, 2 heures de muscu. Ouais, mais j'adorais ça. C'était mon plaisir, je me sentais bien, c'était mon échappatoire. À cette époque-là, j'étais à l'école, ça se passait très mal, je détestais les études. Donc j'étais en études supérieures, j'ai quand même été jusqu'en bac+3, mais je détestais ça, je me suis forcé
et mon échappatoire, c'était le soir. Donc j'ai, voilà, muscu à fond, j'ai pris beaucoup de masse musculaire, j'ai pris plus de 20 kilos. Je commençais vraiment à gagner confiance en moi et donc j'ai continué comme ça et donc à mes, ouais 23 ans je crois, je décide de devenir coach sportif parce que j'aime trop ce milieu. Je suis malheureux dans mon côté professionnel. Je cherchais du boulot, mais je voulais pas en trouver, en fait et je voyais les coachs à la salle qui me faisaient rêver. Donc je me dis: «Bon, je vais en faire mon métier, c'est décidé» et donc pour devenir coach, en fait, il faut passer un BPJEPS, c'est la formation officielle en France, mais pour rentrer dans le BPJEPS, il y a des tests sportifs à passer. Faut avoir un minimum de conditions physiques, sinon tu es recalé et pour ces tests, ils te demandent d'écrire si on a des pathologies, de demander une lettre du médecin et cetera et là, je l'avoue, j'ai tout caché. J'ai rien dit. J'ai pas parlé de ma pathologie parce que je savais qu'ils allaient m'embêter, mais je savais aussi que mes médecins ne m'interdisaient pas de le faire. Donc je savais que je pouvais, attention, je l'ai pas fait, mais je savais que le centre de formation allait me recaler. Je m'en doutais. Ils allaient pas prendre le risque. Enfin, en tout cas, j'avais trop peur. Peut-être pas, mais j'avais trop peur et du coup, j'ai tout caché. Je l'avoue, j'ai rien dit. Donc voilà, j'ai passé les tests comme je m'étais beaucoup entraîné, je les ai passés haut la main. J'ai fait pas je voilà, j'étais parmi les bons, parce que c'était mon rêve, je l'ai pris vraiment à cœur. Voilà, j'ai passé ma formation, donc année pour, devenir coach, donc il y a 1 an de formation. On est à moitié à l'école, à moitié en salle de sport et là, ça a été très éprouvant parce que je continuais mes entraînements personnels, mais je donnais aussi des cours collectifs. Donc les cours collectifs, bah, c'est sur une estrade, des cours très intenses devant tout le monde et clairement les formateurs nous disaient: «Écoutez, vous êtes le rôle modèle, vous devez charger plus que les adhérents et vous devez pas montrer de fatigue». Donc quand on enchaîne deux trois cours à fond et qu'il faut pas montrer sa fatigue, on n'en peut plus. Mais voilà, donc c'était dur. Là, j'ai poussé mon corps à fond, mais j'ai adoré ça parce que j'avançais vers mon rêve et donc c'était beaucoup, beaucoup de sport. En plus, en formation, on faisait encore des cours parce qu'il fallait qu'ils nous enseignent. Donc on enchaînait les cours toute la journée devant tous les autres et cetera pour apprendre à être sur la scène, à donner des cours, à parler, à suivre la musique, à reprendre, à observer. Donc c'était plusieurs heures de sport par jour. Il y a que le week-end où je me reposais un petit peu, encore pas le samedi. Plusieurs heures de sport par jour, hem et donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai validé mon année. Je suis devenu coach, ça y est et l'année juste après, donc j'ai une petite équipe dans la salle de sport où je m'entraînais qui se préparait pour une compétition de bodybuilding. Et il me dit: «Jérémy, est-ce que tu veux pas la faire avec nous? Tu as le physique pour». Moi, je j'y croyais pas du tout et c'est eux qui m'ont poussé. Ils m'ont dit: «Jérémy, tu as le physique pour, est-ce que tu veux la faire avec nous?» J'ai beaucoup hésité, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Déjà, ça allait me faire une belle expérience et même pour moi en tant que coach, je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette expérience du côté athlète, en fait. Je voulais, me mettre du côté athlète et donc boum, donc là, j'ai connu le côté un peu extrême de la musculation. Là, je me suis entraîné à fond, j'ai suivi une diète très, très extrême pour monter sur cette scène et donc j'ai fait cette compétition donc qui était à Paris. Donc ça a été mon parcours sportif, et cette compétition de bodybuilding, c'était en début d'année 2019 et c'était juste avant la première très grosse alerte, je pense qu'on va parler juste après, qui est arrivée fin 2019, donc après tout ça. Mais en tout cas, je tiens à dire qu'avant ça, avant cette fin d'année 2019 où j'ai eu voilà, ce souci dont on va parler, tout se passait très bien sinon. Au niveau de mon cœur, je ne ressentais rien. Je me suis jamais senti essoufflé, j'ai jamais senti de fatigue, de choses un peu bizarres. Donc vraiment, j'avais une très belle condition physique, je faisais beaucoup de cardio, beaucoup de muscu. J'avais une très, très belle condition physique. Donc ma pathologie ne m'a empêché, ne m'a jamais, restreint quoi. Ne m'a jamais J'ai jamais eu d'alerte. Même je passais encore mes contrôles tous les ans, avec mon médecin. Et il voyait rien, tout était OK. Il me disait: «Jérém, tout est parfait». Donc là, il savait ce que je faisais, hein, je lui disais. Il savait que j'étais coach, il savait que je faisais d'ailleurs, il se foutait de moi, il me dit: «Mais pourquoi tu fais tout ça?» Enfin, il en revenait pas. Il me dit: «Avec ta pote, pourquoi tu t'es embarqué là-dedans?» Et il en rigole maintenant, hein. C'est toujours lui que j'ai, hein. Il en rigole, il le sait, hein. Et il me dit: «Non, tout est OK». Donc voilà, voilà un petit peu pour mon histoire un peu sportive, avant tout ça et non, ça s'est très bien passé avec ma pathologie. Juste avant de continuer, moi je voulais savoir, en tant que bodybuilder, on soulève combien en fait? Parce qu'on est d'accord que le fait de soulever un poids, c'est,
enfin c'est musculaire, mais cardio, et il faut que le cœur il envoie tout le sang, dans les muscles. Alors ouais, alors il y a plusieurs types d'efforts en musculation. Bon, il y a la force pure, où là, on va rester sur des séries très courtes de répétitions. C'est-à-dire qu'on va prendre une charge et le but, c'est de la soulever, allez, 1 ou 3 fois maximum, donc c'est très, très court. Donc là, on va dévelop ça demande au corps de développer beaucoup de force en très peu de temps, donc ça va le cardio ne monte pas trop. Il y a une très forte pression au niveau du cœur et le cardio ne s'emballe pas. C'est ça. C'est pour ça que c'est déconseillé. On en reparlera peut-être après, mais c'est pour ça que les médecins déconseillent. Et sinon, il y a la musculation, plutôt le côté bodybuilding, où là, on fait des séries intermédiaires. Le but, c'est de prendre en volume. On ne cherche pas vraiment à être le plus fort possible, même si on devient fort parce que, bah, on soulève de la charge toute la journée. Enfin, le jour, je veux dire. Mais le but, c'est de faire des séries un peu voilà, intermédiaires. Ça va être des efforts à pousser pendant 30 à 40 secondes, on va avoir notre barre, donc assez lourde. Là, effectivement, suivant les exercices, le cœur peut s'emballer. Je pense notamment à des exercices comme le squat, où il faut se baisser et se relever avec une charge. On sent que le cœur, il est un peu à 200 à l'heure, mais c'est des à-coups. Parce qu'après, on se repose avant de rentamer la deuxième série. C'est pas comme si on courait. Donc le cœur va s'emballer, il va se reposer. On va recommencer une série, il va s'emballer et on va faire que ça, en fait. Donc moi, je faisais surtout ça. Je faisais des séries comme ça. Donc mon cardio ne s'emballait jamais vraiment. En plus, moi, je faisais quand même du cardio à côté avec mes cours collectifs, donc en fait, j'avais un cœur entraîné. Quand on a un cœur entraîné, le cœur s'emballe moins vite, pardon. Donc voilà un petit peu pour expliquer. Donc moi, mon but, c'est vraiment de prendre de la masse, donc je faisais des séries, donc oui, c'était lourd quand même, que pour prendre du muscle, il faut quand même un minimum de charge, sinon on prend pas de muscle. Mais c'était pas non plus de la force athlétique où on va j'en faisais un peu aussi, mais je faisais aussi de la force, attention, je tiens à le dire, hein. Donc je j'ai fait vraiment tout ce qui était extrême, moi, pour le cœur, hein. J'ai moi, si voilà, je pense que si un médecin m'écoute, il devient fou, hein. Mais à cette époque-là, j'avais pas encore, j'avais ma pathologie, mais j'ai pas eu ma deuxième opération, donc j'avais pas tout ce recul et toute cette expérience que j'ai eu après. Donc vraiment pour moi, il y avait zéro souci. Donc j'ai même fait de l'haltérophilie parce qu'en BPGEPS, donc pour la formation de devenir coach, il faut faire de l'haltérophilie, il faut des certaines charges et l'haltérophilie pour le coup là, c'est très violent pour la pression au niveau du cœur, parce que là, c'est des charges très élevées, qui stimulent beaucoup de groupes musculaires. Plus on stimule le groupe musculaire, plus le cœur doit envoyer du sang un peu partout et plus ça lui demande de l'énergie, plus il doit pomper et donc là, l'haltérophilie, c'est très violent pour le cœur et j'ai même fait ça avec des grosses charges. Donc voilà un petit peu pour expliquer les différences et tout ce que j'ai fait, durant mon parcours. Mais est-ce que c'est pas inconsciemment vouloir chercher ses limites? Ah oui, 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 oui. Ah mais oui, oui, mais là tu soulèves, un point intéressant parce que oui, effectivement, bah, c'est pour ça que d'ailleurs mon état d'esprit a changé, mais ça pareil, on en parlera après, mais c'est pour ça que mon état d'esprit a changé. C'est-à-dire qu'avant tout ça, avant ma deuxième opération, en fait, bah, j'ai démarré parce que j'étais mal dans ma peau et après j'y ai pris goût et ça me donnait confiance et en fait, je suis devenu accro à cette sensation, à devenir «le plus fort» entre guillemets dans la salle et je me suis laissé emporter en fait et oui, j'ai poussé mon je voulais titiller l'extrême à chaque fois. Je voulais être toujours plus fort. En fait, on veut jamais s'arrêter. Je voulais toujours être plus fort, être plus musclé. Je voulais qu'on me regarde, je voulais qu'on se dise: «Waouh, le mec, il en impose, il est fort». Je voulais qu'on se dise ça de moi, en fait. Je voulais peut-être cacher une certaine fragilité parce qu'en fait, moi, je manquais de confiance en moi aussi, hein. Je pense que je voulais cacher cette fragilité par ma masse musculaire, par mes performances. Je voulais qu'on parle de moi non pas comme de quelqu'un de faible, mais comme de quelqu'un: «Ouais, Jérém, il est fort, il est athlétique» et j'ai réussi, hein, en soi, hein. Parce que quand j'ai changé complètement mon image grâce à ça. Avant, on parlait de moi quand j'étais jeune adolescent comme d'un mec plutôt maigre, un peu timide et après on parlait de moi comme du gars sportif qui est fort, «Ouais, il a une super condition physique, ouais, il a un super physique». Voilà, c'est ça qu'on disait de moi et je suis devenu accro à ça et je suis devenu accro à tous ces extrêmes, en fait. Tout à fait, ouais. Quand, tu as cette, tu nous parlais tout à l'heure de la première petite alerte où le médecin, aimait que: «Oh, ça commence à bouger». Tu en étais où là dans ton parcours, sportif à ce stade-là? Alors là, j'étais pas encore coach, j'avais, 3-4 ans de muscu derrière moi, donc je commençais déjà à avoir un niveau sympathique, on va dire. Et bah, c'est là où du coup j'ai commencé le CrossFit, tranquillement, mais voilà, c'est tout. J'en étais là, quoi. Et sur les contrôles qui suivent les années, ben, où tu développes vraiment, du coup, toute, cet, attrait pour, le sport à très haute dose, est-ce que lors des contrôles, ils émettent quand même que ça
rebouge à nouveau ou non? Non, après il y a Rien, plus de rien, signaux. OK, rien du tout. OK, Ah, il me disait toujours: «Bah, c'est OK». OK. Voilà, c'est OK, tout est OK. Et ben, du coup, si tu veux nous parler de ton année 2019, on t'écoute. 2019, donc ça a été l'année, du changement, donc c'était en l'été 2019. Tous mes contrôles, je les passe en été et là, donc je passe mon échographie et des échographies, bah, j'en passe depuis que je suis né. Je sais comment ça se passe parfaitement, je pourrais y aller les yeux fermés et me positionner parfaitement. Sauf que ce jour-là, donc il fait mon échographie et je remarque qu'elle dure assez longtemps, enfin plus longtemps que d'habitude. Je la trouve interminable, vraiment interminable. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Enfin et il s'arrête et il me dit: «Jérém, va falloir faire des examens complémentaires». Heu, il a vu quelque chose. Il m'a dit: «Il faut que tu fasses des examens complémentaires». J'ai dit: «Ouh là, ça me plaît pas, ça me plaît pas du tout». Donc je passe toute la fin d'année 2019 à faire, tous les scanners possibles, IRM, enfin j'en ai fait je ne sais combien. Je connais tous les types de scanners maintenant et donc en décembre 2019, après le énième, scanner, le médecin me dit, «Bon bah», alors je sais plus comment il m'a dit ça exactement, mais il m'a dit: Va falloir t'opérer, ça va pas, en fait c'est trop dilaté, ton artère, l'aorte est trop dilatée». Je crois que c'est je sais plus si c'est l'artère ou l'aorte, j'ai peur de dire une bêtise, mais bref, la dilatation est trop grande. Elle était de je sais plus 54 millimètres, ce qui est beaucoup trop élevé. En fait, le risque pour faire simple, en fait, avec ma pathologie, au fil du temps, je crois que c'est l'artère, commençait à se dilater petit à petit et le risque, en fait, c'est que quand elle est trop dilatée, bah, c'est qu'elle lâche. Au bout d'un moment, c'est qu'elle se fissure, surtout avec l'effort et moi, mon cardiologue savait que j'étais coach, savait que je faisais beaucoup de sport et donc il m'a dit: «Dans ton cas, en soi, c'est pas urgent, en soi et toi, vu ton profil et vu ton quotidien, là, c'est urgent». Parce qu'il m'a dit: Si tu fais un effort trop violent, ça peut se fissurer et si l'artère se fissure, bon, je fais pas de dessin de ce qui va arriver, ça serait dramatique. Donc voilà, donc fin de enfin décembre 2019, on me dit: «Bon, va falloir que tu te fasses opérer», donc ça, c'est un autre médecin qui m'a dit ça, hein, c'est le médecin du scanner, donc j'ai repris rendez-vous avec mon cardiologue et donc le cardiologue regarde mes examens, il me dit: «Bon, bah, effectivement, là, on va pas prendre de risque, on va t'opérer, ça a vraiment trop bougé, on peut pas rester comme ça». Mais il me dit: «Tu t'inquiètes pas, il y a une opération très bien qui existe, donc c'est l'opération de Ross». Et en fait, clairement, on m'a dit qu'on allait me retirer, je saurais pas l'expliquer dans le détail, mais en gros, me retirer la, la valve malade, me bidouiller un petit peu, je crois avec l'artère pulmonaire, si je dis pas de bêtises, me remettre tout ça en place, bidouiller un truc et comme ça, on m'a dit: «On n'a rien à te changer, tu auras pas de traitement, ça se fait très bien et on part comme ça». Alors, je me suis permise de chercher, l'intervention de Rose parce que je la connaissais pas et donc c'est ce que tu dis, c'est, en fait, la valve aortique, on l'enlève, celle qui est malade chez toi et on prend en fait, c'est une sorte d'autogreffe. On prend la valve pulmonaire de ton cœur et on la place à l'endroit de la valve aortique et on te pose une valve, artificielle au niveau pulmonaire, mais ils préfèrent cette option-là parce qu'au niveau pulmonaire, la pression est beaucoup moins importante que sur la valve aortique. C'est pour ça qu'ils font ce changement dans ce sens-là. Parce qu'en fait, il y a 2 trucs à changer. Donc l'intervention en soi, elle est plus complexe, mais ils disent que les bénéfices sur le long terme sont meilleurs, surtout chez les patients jeunes, ce que j'ai compris. Alors patients jeunes, c'est, avant, 50 ans, je crois. C'était ça. Oui, oui, pour les pathologies cardiaques, c'est ça. Oui, oui, bah, voilà, c'est exactement ça, là. C'est exactement ça. Et donc en fait, je suis sorti de ce rendez-vous sans inquiétude. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est parfait, OK». Et donc début 2020, c'était en février, je crois, là, je vois mon chirurgien. Donc il m'a mis en contact avec un chirurgien. C'est le docteur, Fabien Doguet d'ailleurs qui était passé et qui animait une émission sur France 2 pendant un moment d'ailleurs, qui était à Caen à l'époque. Maintenant il est plus à Caen, il est sur Paris, mais bref, maintenant il est non, à Rouen, pardon. Donc il était pas loin de chez moi et donc il m'a mis en contact avec lui. Donc j'ai pris, contact avec lui. Donc enfin, je l'ai vu, j'ai pris rendez-vous. Il a observé mon dossier. Bon, il m'a dit effectivement, donc il m'a tout réexpliqué. Il m'a dit: «Effectivement, là, ton problème est assez grave, on peut pas rester comme ça. Sauf qu'en voyant mon dossier, il m'a dit: «L'opération de Ross ne sera pas possible pour toi». Là, je me suis inquiété, là, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter, je vais pas le cacher. Donc j'ai dit: «Bon, bah, quelles sont les possibilités?» Il m'a dit: «Tu as 2 possibilités. Soit on te met une valve mécanique». Donc clairement, on me retire la valve malade et on me met une valve mécanique. Ça veut dire qu'en théorie, il y a une espérance de vie, enfin à vie quoi, elle tient à vie la valve, en théorie, hein. Il m'a dit que rien n'était sûr avec les pathologies cardiaques, bien sûr. Par contre, en contrepartie, tu auras des effets secondaires, tu auras un traitement à vie, tu auras un bruit que tu entendras tout le temps.
voilà, il faudra que tu sois surveillé. Bon, ça, c'est la grosse contrainte. Ça m'emballait pas d'avoir un traitement à vie personnellement, ça m'emballait. Et puis surtout, ça voulait dire plus pouvoir faire toutes les activités qu'on veut parce qu'il fallait éviter les impacts, plus manger tout ce qu'on voulait pour pas fausser l'INR. Voilà, donc la coagulation du sang, l'INR. Il m'a dit: «La deuxième possibilité, c'est de mettre une valve biologique». Sauf que vu que moi j'étais jeune, donc à l'époque j'avais 27 ans, il m'a dit: «Je te déconseille parce qu'elle a une espérance de vie de 5 à 10 ans. C'est-à-dire qu'il faudra que tu repasses sur la table tous les 10 ans maximum, peut-être moins». Et il m'a dit: «Dès que tu vas repasser sur la table, ça va doubler le risque de mourir ou de finir handicapé». Alors les risques étaient infimes, hein, mais il m'a dit: «Il faut que tu le saches, ça va doubler à chaque fois. Donc tu prends un risque à chaque fois». Il m'a dit: «Voilà, tu as que ces 2 possibilités». Et là, honnêtement, hein, ça a été l'un des moments de ma vie où j'ai pris le plus gros chaos. Je suis resté assis. En fait, je suis tombé de très haut parce que je suis arrivé très confiant et là, je suis tombé de très haut. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit: «OK, mon problème est vraiment grave», en fait. Là, je me suis dit, je m'en rendais pas compte jusqu'à depuis ma naissance, je m'en suis jamais rendu compte. Et là, c'est ce jour-là où je m'en suis rendu compte. Je me suis dit: «En fait, j'ai un problème très grave». C'est comme s'il m'avait tiré une balle dans le cœur, honnêtement. Et je suis resté, mais bouche enfin, tétanisé devant lui. Je disais plus rien et je savais pas ce qui m'arrivait. J'ai l'impression que le temps s'était arrêté. Et je me refaisais les deux possibles dans ma tête. Je me dis: «Non, mais j'en veux aucune en fait, c'est pas possible». Et il m'a vu un peu, sous le choc et il m'a dit: «Bon, attends là, je vais aller voir un de mes confrères, je vais lui parler de toi». Donc il s'est absenté, il est allé voir un de ses confrères. Il est revenu, il m'a dit: «Bon, je lui en ai parlé, si tu veux, on peut tenter l'opération de Ross. C'est risqué, mais on peut tenter». Il m'a dit: «Par contre», il m'a dit: «Il faut que tu le saches, si on fait ça, les risques que tu meures ou que tu finisses handicapé sont doublés». Donc au lieu de 2 de risque, je passais à 4, ce qui reste infime, mais il faut le savoir quand même. J'ai 4 de risque j'ai sans hésiter, hein, j'ai dit: «Non, mais on fait ça, on fait Ross. Je veux pas de traitement à vie, je veux pas, repasser sur la table tous les 10 ans, on fait Ross». Il y avait même pas, voilà, je me suis même pas posé de questions. Il me dit: «Par contre, si ça fonctionne pas», donc ça, il pouvait le voir qu'au moment où il allait m'ouvrir pour voir l'état de mon cœur. Il m'a dit: «Si ça fonctionne pas, il faut que tu me donnes tout de suite une solution de secours pour que moi, au moment venu, je puisse changer si besoin». Donc il me dit: «Il faut qu'en option de secours, tu prennes soit la méca, soit la biologique». Bon, puis de ce qu'il m'avait dit, clairement, j'ai bien vu dans ses paroles qu'il me conseillait pas du tout la biologique. Il dit: «Bon, bah, on prend la méca». J'ai bien senti qu'à mon jeune âge, il fallait pas la biologique. Et en fait, j'ai pris la méca en étant persuadé que l'opération de Ross, ça allait fonctionner. Donc je l'ai pris un peu à la va-vite. J'ai quand même réfléchi pendant quelques jours, mais après je l'ai rappelé, j'ai dit: «Bon, on prend la mécanique, c'est bon». Sans trop y croire. Tu t'es jamais projeté avec cette solution-là? Parce que de toute façon, la première allait marcher, quoi. Ouais, Voilà, pour pour moi, la la le première ouais. allait marcher. J'ai assez confiance en tout ça. Moi, j'ai confiance voilà, aux médecins, tout ça, donc la première allait marcher. Donc j'attends l'opération. Moi, j'avais hâte de me faire opérer. En fait, j'avais hâte parce que là, du coup, ça a été une période où je me suis senti très mal. Parce qu'en fait, là, ça y est, c'était la première fois de ma vie où ma pathologie prenait le dessus sur ma vie. C'est-à-dire que là, je vivais avec une peur, parce que clairement, il m'avait dit que ça pouvait lâcher à tout moment. Il m'avait interdit la musculation, enfin, en tout cas, les charges lourdes, interdiction, interdit de faire des choses extrêmes, intenses. Là, ça y est, c'était la première fois où j'étais restreint, quoi, où ma maladie m'empêchait de faire tout ce que je voulais. Et je me dis: «Vivement que je me fasse opérer, j'en peux plus». Donc j'avoue, j'allais quand même à la salle. C'est peut-être pas bien, je l'avoue, alors je faisais du très léger, je forçais pas, je me montais jamais dans le rouge, mais j'avais besoin d'aller à la salle, donc j'y allais. Je le disais trop à personne, je l'avoue, mais j'avais besoin. Je faisais mes petits entraînements tranquilles dans mon coin et j'ai attendu comme ça. À ce moment-là, est-ce que tu avais peur de qu'il t'arrive quelque chose? Parce qu'effectivement, le risque, c'était quand même que, bah, du coup, l'artère, cède, quoi, enfin, est-ce que tu avais peur de ça, à ce moment-là? Ou non? Ça va, c'était pas Non, non, ouais, j'y pensais et c'est pour ça que d'ailleurs j'écoutais beaucoup les médecins et vraiment je me répète, je me faisais des entraînements très, très, très faibles, hein. Je transpirais à peine, mon cœur s'emballait pas, c'était très léger, c'était histoire de bouger, quoi. Donc oui, j'avais peur. Ouais, ouais, clairement. Je me suis dit, enfin j'écoutais vraiment, les ressentis de mon corps, en fait et de mon cœur. Je me suis la moindre alerte, j'arrête tout. Ah donc oui et tu et donc patientes j'ai combien de continué comme temps, ça. avant l'opération? Ça arrive vite ou pas? Alors, bah, justement, à la base, l'opération doit arriver fin 2020, septembre, octobre, et moi j'attends depuis début 2020 et sauf
mon cardio mon oui, mon chirurgien m'a dit: «Écoute, je vais faire en sorte de te placer l'opération avant cet été, en juin, mais je te promets rien, c'est pas sûr». Et il faut savoir qu'avant de passer ce style d'opération, une fois que tu as la date, il faut avant passer beaucoup de scanners, beaucoup de choses, des rendez-vous qui sont longs à avoir. Donc en fait, il faut le savoir plusieurs mois à l'avance. Et il me dit: «Par contre, ça, tu peux prendre ces rendez-vous qu'une fois que tu as ta date, parce qu'il faut pas qu'ils datent de trop longtemps avant les examens». Donc OK, donc j'attends. Je me rappelle, il m'appelle, je sais plus la date. Bon, il m'appelle, début juin, je dis une bêtise, début juin. Il me dit: «Jérémy, je peux t'opérer fin du mois». Et je lui dis: «Mais par contre, j'ai passé aucun examen». Il me dit: «Bah, tu te débrouilles, soit c'est fin du mois, soit après, il faut passer l'été», parce que je crois il partait en vacances, «soit ça remonte à septembre». Il m'a pas dit: «Tu te débrouilles», hein, mais en gros, ça voulait dire ça. Heu, là, j'emploie mes mots, hein. Heu et il m'a dit: «Voilà, fin septembre». Et là, alors là, OK, je dis: «Bon, je vais tout faire pour me faire opérer en juin». J'ai appelé tous les hôpitaux pour avoir mes rendez-vous. Ils m'ont rigolé au nez. Ils m'ont dit: «Non mais monsieur, vous pouvez pas avoir un rendez-vous en quelques semaines, c'est pas possible». J'ai dit: «Mais il me le faut, c'est trop important. Je peux pas rester tout l'été comme ça». Moi, je vivais plus en fait à ce moment-là. Je vivais dans la peur. Je me dis: «Je peux pas rester comme ça». J'ai appelé tous les hôpitaux, j'appelais même dans toute la France. J'étais prêt à faire la route en fait, et je me rapprochais, mon opération se rapprochait. Je me rappelle quelques jours avant l'opération, donc j'ai un hôpital à 1 heure de chez moi. Il m'appelle, il me rappelle, il me dit: «Voilà, monsieur Ed, quelqu'un a annulé son rendez-vous, vous pouvez venir». J'ai fait la route dans la journée, je leur ai dit: «Mais merci, vous m'avez sauvé la vie». Je ne vivais plus moi, et j'ai fait la route dans la journée, j'ai fait mon examen et j'ai appelé mon chirurgien, j'ai dit: «C'est bon, on peut y aller». Donc on a programmé l'opération, je crois que c'était le 20 juin, je crois, si ma mémoire est bonne. La Cette date m'a marqué, c'était un vendredi, je m'en souviens, ça m'a marqué, un vendredi, je crois que c'était un 20 juin. Et et donc, bah, voilà, l'opération, était fixée pour le 20 juin, du coup. Du coup, j'imagine que tu avais très hâte d'arriver à cette date. Est-ce Ouais, que, ouais, ouais. donc tu disais que durant la période, du coup, à partir du moment où tu sais que va falloir passer par l'opération et au moment où effectivement tu as la date enfin de l'opération, tu t'es un petit peu, arrêté de vivre. Est-ce que ça, mentalement, c'est vraiment mentalement que c'était difficile à ce moment-là? Ouais, c'est mentalement parce qu'on se sent, il y a beaucoup de choses. On se sent diminué, on se sent plus maître, de notre corps. Ça m'a vraiment mis, je pense qu'en fait, puis je sais pas, ça m'a tout mis dans la «tronche» entre guillemets tout d'un coup, quoi. Je me suis tout pris, dedans, alors que j'étais très confiant jusqu'à maintenant. On m'a toujours rassuré. J'y pensais pas, j'ai réussi à faire abstraction de tout ça, et là, d'un coup, c'était comme si la vie me disait: «Tiens», puis il faut savoir une chose, c'est qu'à ce moment-là, dans ma vie, tout se passait très bien. Je suis voilà, je manquais de confiance en moi, j'étais perdu dans mes études, j'avais beaucoup de choses et j'ai réussi à rattraper tout ça. Mon activité se portait très bien, physiquement, j'étais vraiment très bien, mes performances étaient au top. Je venais de ma compétition de bodybuilding, je venais de faire 4e des demi-finales France, j'ai fait une très belle place. Voilà, j'étais en couple, j'étais très heureux, on venait de prendre notre appartement. Vraiment, ma vie était au top à ce moment-là, et là, c'est arrivé là, et c'est comme si tout s'était effondré d'un coup. Tout mon envie d'avancer, mon envie de me lever, j'étais heureux, et là, c'est comme si tout s'était effondré. C'est pour ça, il y a aussi ma vie qui a joué un petit peu sur mon état. C'est que, ouais, j'ai l'impression que, voilà, bah, comme je dis, comme si tout s'était effondré d'un coup. C'est un peu comme ça que je l'ai pris, ouais. Tu étais en colère? Enfin, je sais pas, je pense que je sais pas, on se dit quoi: «Pourquoi ça m'arrive? Enfin, pourquoi maintenant?» C'était pas, enfin, tu disais tout à l'heure que c'était censé arriver beaucoup plus tardivement que à ce moment-là. Oui, alors j'étais pas en colère, j'étais pas triste. J'évite de me dire, des phrases du style, «Pourquoi moi? Pourquoi la vie est si dure?» Tout le monde a ses problèmes, et des problèmes bien plus graves que moi. J'ai rien à Voilà, il y a des cancers qui sont bien pires, il y a des choses bien pires. Donc j'évite d'avoir ce genre de phrases envers moi. Par contre, c'est vrai que je me suis dit la phrase: «Pourquoi maintenant? Ça tombe très mal». J'étais en train de tout construire dans ma vie. Toute ma vie était en construction, dans le bon sens. C'est vrai que je me suis dit cette phrase, je me suis dit: «Mince quoi, pourquoi?» Et c'est la seule petite phrase que j'ai eue. Mais voilà, après je me suis dit: «Bah, c'est comme ça, je vais faire avec, je vais combattre», et puis voilà, c'est ce que je me suis dit, quoi. Et est-ce que du coup, tu peux nous raconter du coup, ce 20 juin, est-ce que l'opération, comment elle se passe? Est-ce que tu peux aussi nous dire quel type bon, tu nous as expliqué ce que c'était l'opération de Rost, mais pour ceux qui connaissent pas,
Est-ce qu'il faut rester longtemps à l'hôpital? Est-ce qu'on doit ouvrir encore une fois le sternum ou pas? Voilà. Donc effectivement, donc j'étais parti pour l'opération de Ross, donc pour cette opération, on arrive à l'hôpital, donc on arrive une journée avant à l'hôpital, ils nous préparent, ils nous expliquent. Donc moi, c'était pendant la crise du covid en plus, donc j'ai dû passer les tests anti-covid parce que si j'avais le covid, on aurait dû reculer bien sûr et là, je vis mes premiers moments un petit peu, gênants. C'est-à-dire que, bah, ils nous demandent de nous raser complètement, ce qui est un peu difficile, et tout le corps, hein. C'est un peu bizarre d'ailleurs, vraiment tout le corps. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange déjà, je me suis retrouvé un peu à nu comme ça, devant des personnes à me raser. C'était très étrange. Ils nous demandent de prendre une douche avec des produits pour nous nettoyer le corps, plusieurs fois. Je me rappelle, j'ai pris 2 3 douches d'affilée et donc voilà, donc ensuite, bah, arrive le soir, donc là, voilà, je me suis retrouvé tout seul le soir parce que ma compagne m'avait accompagné à ce moment-là, puis après elle est rentrée. Donc la veille de ce genre d'opération, je trouve c'est assez spécial comme moment. C'est le moment que je redoutais le plus, c'est pour ça que j'en parle. Parce que moi, personnellement, je sais pas comment le prennent les autres, mais c'est le moment que je redoutais le plus, quand je me retrouvais tout seul le soir, la veille de mon opération dans ma chambre. On cogite pas mal, mais heureusement, j'avais à 100 confiance en mon chirurgien. Ça, je trouve, c'est très important. J'ai eu un très bon chirurgien qui m'a beaucoup parlé, qui était très calme. J'avais vraiment confiance en lui. Donc je me suis dit: «Bon, bah, Jérémy, entre guillemets, demain, ta vie n'est plus entre tes mains, mais tu lui fais confiance» et c'est très étonnant, hein et pour en avoir parlé avec plusieurs opérés du cœur, beaucoup ont ressenti la même chose que moi, parce qu'au début, j'ai trouvé ça étrange de ressentir ça, mais j'ai senti beaucoup d'apaisement en me disant ça. Je me suis en quelque sorte, bah, pour une fois dans ta vie, c'est plus toi le maître de ta vie, tu laisses un professionnel te gérer, toi tu seras endormi, tu le laisses, tout va bien se passer et je me suis dit: «Toi tu as rien à faire, tu vas dormir» et de me dire ça, ça m'a comme apaisé. Pourtant moi je suis quelqu'un d'assez anxieux dans la vie, je tiens à le dire, hein. Voilà, je stresse beaucoup, hein, mais cette soirée-là, je me suis senti vraiment apaisé. Puis voilà, j'ai fait un petit check-up de ma vie, je me suis dit: «Bon, bah, dans le pire des cas, si tu t'en vas, est-ce que tu es fier de toi?» Oui, j'étais fier de moi, tout ça, donc tout ça, ça m'a soulagé. Je me dis: «Bon, OK, tout est bien, tu pouvais pas faire mieux, c'est bon» et donc je me suis très bien endormi. Normalement, ils m'ont expliqué dans certains cas, pour les personnes très stressées, ils donnent des cachets pour calmer la personne. Donc moi, ils m'en ont même pas donné, j'en ai pas ressenti le besoin et je me suis endormi et tout s'est très bien j'ai passé une très bonne nuit pour être honnête. Donc le lendemain matin, je me réveille et je me rappelle d'une ambiance extrêmement calme. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris. C'était très calme, très calme. Une dame arrive, elle vient me chercher, je dis: «Bon, ça y est, c'est parti». Elle vient me chercher, donc elle tire le lit, hein, je reste dans le lit, en fait et elle m'amène vers la salle d'opération directement. Toute l'équipe, on voit qu'ils ont l'habitude parce que tout le monde est très doux, très calme, ils trouvent les bons mots. Je trouve que c'est très rassurant et donc ils ont été très gentils. Bon, ils ont essayé de me faire quelques petites blagues avant de rentrer. J'avoue que j'étais pas très réceptif parce que je stressais quand même pas mal, mais voilà, donc ils m'ont expliqué. Donc ensuite on rentre dans la salle d'opération, donc je me souviens d'une salle assez froide, très blanche. Et là, on met donc je sais plus comment ça s'appelle, voilà, le masque pour, m'endormir et on me dit: «Bah, est-ce que tu veux le tenir ou est-ce que tu veux qu'on te le tienne?» Je dis: «Non, bah, je vais le tenir» et on me dit: «Voilà, tu vas commencer à voir tout tourner un moment et tu vas t'endormir» et je le mets et rien ne se passe et je trouve que ça dure longtemps. Je crois que j'étais un peu trop stressé et je dis à un moment: «Bon, écoutez, tenez-le, ça m'énerve, tenez-le» et ils tiennent et au moment où ils tiennent, du coup, je me relâche et là, en quelques secondes, tout tourne et trou noir. Ça y est, trou noir, je me suis endormi. Donc effectivement, donc je me fais opérer. Donc pour cette opération, il faut qu'il m'ouvre de nouveau. Donc ils m'ont ouvert exactement au même endroit. Du coup, j'avais déjà mon ancienne cicatrice, ils m'ont ouvert exactement au même endroit et donc voilà. Donc ensuite, je me réveille. Le réveil fut très, très, très difficile. Il faut savoir que moi, à la base, je me rappelle, ils ont commencé l'opération à 8 heures. Je devais me réveiller à 16 heures. Sauf qu'ils ont réussi à me réveiller qu'à 23 heures. Parce que j'ai fait une hémorragie. De ce que ils m'ont dit, j'ai fait une hémorragie, j'ai eu plein de soucis. Ils ont eu du mal à me réveiller. Donc ça a été très dur pour ma famille à ce moment-là. Ils m'ont expliqué après, bien sûr. Ils m'ont dit: «Mais on a cru qu'ils allaient pas te réveiller, quoi». Chaque fois qu'ils appelaient, l'hôpital leur disait: «Non, on n'arrive pas à le réveiller», de 16 heures à 23 heures. Et je finis. Ouais, ouais, ça devait être long. Mais là, c'est pour ça, enfin, on parle souvent de nous, mais il y a aussi nos proches. Je trouve que c'est d'autant plus dur pour eux parce qu'eux, vraiment, ils subissent. Ça doit être interminable, quoi. Ouais, bien sûr, je me souviens de rien, j'étais endormi donc je me réveille. Réveil très difficile. Honnêtement, je vais pas le cacher. En fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me rappelais plus que je m'étais fait opérer. J'avais très chaud, je voyais des gens
s'affoler, je sais pas, mais bouger autour de moi. Il faisait nuit, je voyais rien et donc voilà, donc je me réveille quelques secondes, j'ai l'impression d'être dans un film, voilà, qu'on m'avait, voilà, que j'étais sur une table, enfin, j'ai l'impression d'être dans un film et je me rendors. Je me réveille de nouveau, ce coup-ci, il fait jour, donc j'imagine que c'était le matin. Il fait jour et j'avais un tuyau dans la gorge qui passait, je pouvais pas parler. Ce tuyau, à un moment, il a bougé, et j'ai pas réussi à respirer et là, j'ai eu mon premier coup de panique. Je dis: «Non mais» et dans ma tête, pendant une fraction de seconde, je dis: «Non mais je vais pas mourir comme ça, c'est pas possible». J'arrivais plus à respirer et je pouvais pas parler et à un moment, heureusement, ils l'ont retiré. Alors déjà, c'est désagréable, hein, on le sent passer, c'est désagréable. Mais bon, j'étais sous le coup de la morphine, tout ça, en fait, je comprenais rien de ce qui m'arrivait donc et on me dit: «Est-ce que vous arrivez à parler?» Alors je sors un petit, «oui», mais très difficile, pour dire: «Oui, ça va» et la première chose que je dis, c'est: «Ross». Je dis que ça. En fait, je voulais savoir si l'opération elle fonctionnait et donc mais j'arrivais pas à parler et donc au lieu de dire une phrase complète que je n'allais jamais réussir à dire, j'ai juste fait: «Ross» avec ma petite voix qui complètement parce qu'en fait la gorge est inflammée après, elle est très inflammatoire à cause du tuyau donc Et c'est surtout au moment de l'extubation, on peut un peu abîmer les cordes vocales qui voilà, on nous abîme permettent les de corps faire les et sons on le sent, hein et et c'est du c'est coup, ouais, c'est impossible, très dur de très, de très dur. reparler, normalement après, ouais. Ah oui et du coup, c'est pour ça. Donc j'ai juste dit: «Ross» et on me dit: «Non». Bon, je n'y croyais pas du tout. J'ai dit: «Il se trompe, il se trompe». Voilà. J'ai dit: «Non, c'est impossible». Parce que du coup, je me rappelais que si j'avais la valve mécanique, c'était mon option de secours, je devais entendre un bruit normalement et à ce moment-là, je n'entendais pas de bruit. Je dis: «Bah non, c'est bon». Dans ma tête, en fait, je me suis dit: «Non, mais j'entends pas de bruit, c'est bon» et je me rendors de nouveau, je me réveille, donc un peu mieux, pas encore bien, mais un peu mieux et donc il y a une infirmière à côté de moi et je lui dis: «Ross?» Pareil, je dis que Ross. Elle me dit: «Ah non, non, valve mécanique». Ah je dis: «Non, non, elle se trompe». Je dis: «Non, c'est pas possible, elle se trompe». En fait, je voulais pas y croire, vraiment et c'est plus fort que moi. Je ne voulais pas les croire. Je dis: «Non, elle se trompe» et donc il faut savoir que l'effet de la morphine, les 2 effets secondaires et moi je les ai eus, c'est qu'on a moi ça me donnait très mal à la tête, j'avais des nausées et j'avais la vision qui était un peu troublée aussi. J'arrivais pas à regarder la télé, par exemple. J'avais la vision qui était un peu troublée. Mais bon, j'ai quand même pris mon téléphone pour voir mes messages. Alors j'avais une quantité de messages monstres, dont le message de ma compagne, qui m'a laissé un pavé comme ça et qui m'a dit du genre, alors j'ai plus le message en tête, mais: «Ne t'inquiète pas, même si tu as la valve mécanique, ça va aller» et là, c'est elle qui m'a fait comprendre: «OK, j'ai vraiment la méca, en fait». Donc ils avaient dû être prévenus, bien sûr, par téléphone et ensuite je regarde le tableau devant moi et je vois Monsieur Head, Bentall mécanique. Donc moi, c'est le nom de ma valve, Bentall mécanique et c'est là où je dis: «Bon, OK, j'ai la méca». Là, ça a été le deuxième gros KO que j'ai pris. Je suis resté un peu j'ai regardé par la fenêtre et je me dis: «Ça y est, ma vie, va prendre une autre tournure». Parce que ça y est, je savais que ça allait être traitement à vie, des effets secondaires, le suivi et là, ça a été un choc. Parce que moi, je croyais tellement en la rose que ça a été un vrai choc et donc voilà, donc là, j'ai été, ce moment fut le deuxième moment extrêmement difficile. Donc ça a été, l'un des moments très difficiles de la réanimation. Donc je suis resté 3 jours en réanimation, moi. Ça, je trouve que c'est la période la plus difficile, dans ton hospitalisation, je trouve la réanimation. Alors tout le monde ne le vit pas de la même façon. Pour avoir parlé à beaucoup d'opérés du cœur, il y en a qui s'en souviennent à peine. Il y en a qui, je crois, qui sont tellement shootés qu'ils s'en souviennent à peine. Il y en a qui le vivent, ça va. Moi, je l'ai assez mal vécu, je vais pas le cacher. Parce que là, bah, on est très diminué, j'avais extrêmement mal. Je pouvais pas bouger la tête. Je devais boire avec une paille parce que je pouvais même pas faire ça avec la tête. Donc en fait, je mettais la paille vers moi, j'étais allongé et je buvais. Je pouvais pas manger, j'avais pas faim de toute façon. En fait, ce qui était dur, c'est pas tant la douleur, c'est pas, c'est la douleur, on s'habitue, on s'habitue. Ce qui était dur, c'est de me sentir C'est la douleur au niveau du coup de la cicatrice ou en la dessous? Enfin, cicatrice. je Et du coup, ouais. ça se propageait, en fait. C'est-à-dire que même quand je respirais trop fort, j'avais mal et ma hantise et ça pour en avoir parlé avec d'autres opérés du cœur, ils avaient la même hantise que moi, c'était de tousser ou d'éternuer. Parce que le moindre petit geste de respiration nous faisait mal et je me dis: «Si j'éternue, c'est pas possible, c'est pas j'imagine même pas la douleur que c'est». Parce que la douleur est extrême au niveau des voies respiratoires. D'ailleurs, on a un kiné qui vient pour la respiration, pour entraîner nos poumons. Moi, j'avais un kiné qui venait pour mes poumons.
on respire très difficilement, en fait et donc ce que j'ai très mal Je vécu, fais juste peut-être le lien parce que souvent, enfin, souvent les gens comprennent pas pourquoi on parle des poumons quand on s'est fait opérer ah du oui, cœur, mais en fait, c'est en lien avec l'ouverture du thorax, enfin du sternum, que, ben, du coup, la capacité, des poumons, bah, elle, diminue fortement avec l'ouverture, de la cage thoracique et donc effectivement, il faut, reprendre une capacité pulmonaire après, même s'il y a pas eu, d'opération directement, sur les poumons, hein. On est d'accord, hein? et donc voilà, donc j'ai fait ma réanimation, donc oui, ce que j'ai très mal vécu en réa, c'est comme je dis, c'est pas vraiment la douleur, c'est ce manque d'autonomie, le fait de passer d'un coach sportif en pleine forme, jeune, au top de ses capacités physiques, à quelqu'un, clairement, il pouvait plus se laver tout seul, s'habiller tout seul, j'arrivais même pas à aller aux toilettes et en fait, je trouve que c'est ça le plus dur en moi, j'ai pas été préparé à tout ça honnêtement. J'ai pas été préparé à ce choc psychologique au niveau du manque d'autonomie. Ça, j'en garde encore des souvenirs, difficiles, hein. Je pense que j'en garderai toute ma vie, qu'on soit obligé de me laver comme ça, qu'ils soient 3 à me tourner du lit pour me laver le dos. Je pouvais pas aller aux toilettes. Alors on a une sonde, bien sûr, pour uriner, mais je pouvais pas aller aux toilettes. Heureusement, un autre effet secondaire de la morphine, ça je le savais pas, c'est que ça nous, coupe un peu l'envie d'aller aux toilettes. Je savais pas et c'est vrai que pendant 3 jours, du coup, j'avais très peu envie, et heureusement parce que je pouvais pas me lever et ça, je trouve, c'est le plus difficile à vivre. Donc je suis resté 3 jours en réanimation et au bout des 3 jours, où j'ai pu sortir, ça a été une délivrance à ce moment-là. Pourtant, c'était pas grand-chose, hein. Mais de sortir de l'arrêt, quand ils m'ont dit ça, j'étais le plus heureux et c'est là, où on se rend compte un petit peu. C'est pour ça que ce type d'opération, je trouve que ça nous remet vraiment les pieds sur terre et ça nous rappelle la chance qu'on a quand on vit normalement, en fait. Juste vivre normalement, hein, tout faire tout seul, se promener, moi, à ce moment-là, de la réa, mon rêve, c'était d'aller aux toilettes tout seul quand même, hein. C'est-à-dire que j'en avais marre qu'on soit obligé de me lever. Je me suis dit: «C'est fou de rêver de ça, d'avoir cette envie», alors qu'avant, en temps normal, on n'y pense même pas de la chance qu'on a d'être en bonne santé et là, ça nous remet vraiment les pieds sur terre et je trouve que ça, par contre, c'est super puissant ça. C'est super puissant et du coup, en sortant de la réa, donc ils m'ont débranché de partout. Non, non, pas drôle d'ailleurs quand ils débranchent, hein, ça aussi pour ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pas facile comme moment, je trouve. Voilà, ça, c'est les moments les petits un peu délicats. C'est quoi? C'est au niveau de, des médicaments ou des perfusions ou des, drains? Enfin, je sais pas, c'est quoi? Ouais, tout les les trains, toujours. Parce que alors de mémoire, je crois que c'était des draps qui passaient dans mon ventre. D'ailleurs, j'ai encore les cicatrices. J'avais aussi une perfusion au niveau de la alors je sais pas à quoi ça mais En gros, on a un cathé dans le cou et c'est par là où ils peuvent prendre la tension artérielle, la fréquence, et là où ils peuvent aussi mettre, du coup, administrer, en fait, les médicaments parce qu'en fait, c'est en gros, un cathé, c'est, une voie veineuse, mais beaucoup plus grosse qu'une voie veineuse, qui est dans la veine. Ça va directement dans les artères. bah, voilà, Donc bah, tu vois, je me rappelais même pas tout ça, donc c'est très intéressant. Donc oui, genre ça passait là. J'avais aussi au niveau du bras que j'ai gardé longtemps d'ailleurs. Voilà, bah, déjà, bah, puis dans le pénis aussi évidemment pour la sonde, hein, ça voilà donc voilà, donc et puis le pansement, donc ce qu'ils appellent la double peau au niveau de la cicatrice, un gros pansement qui colle bien d'ailleurs, il est et donc comme je dis, quand on te met tout ça, tu es endormi, quand on te le retire, tu es réveillé, donc c'est vraiment pas un moment agréable. Alors heureusement, tout est fait pour, voilà, ça diminue un peu les douleurs. Mais heureusement qu'on a de la morphine. Moi, j'avais de la morphine à disposition. En fait, je m'envoyais moi-même mes shoots de morphine, je m'en souviens. Alors c'était limité, bien sûr, mais il me disait: «Vas-y, envoie-toi un petit coup de morphine» et je m'en envoyais régulièrement parce que sinon c'est intenable. Les douleurs, sinon c'est ingérable et donc voilà, donc je sors de la réa, on me débranche, on m'enlève le pansement, ce qu'ils appellent la double peau et je sors et là, ça a été, je me suis senti soulagé de pouvoir retrouver un peu de l'autonomie parce que là, j'avais plus que ma perfusion au niveau du bras, j'avais rien d'autre donc je pouvais me déplacer parce que je déplaçais avec moi, tout l'attirail. Je pouvais me déplacer et enfin, j'allais me laver tout seul, tout ça et donc je suis resté.
environ 15 jours en réanimation. Alors je tiens à préciser que c'est un peu long. C'est soins intensifs? Parce que tu viens de dire réanimation, mais c'est 3 jours réanimation et Pardon, ensuite ouais, 15 jours soins 3 intensifs jours peut-être? Ou tu réanimation ouais. et ensuite 15 jours dans une chambre hospitalisée assez classique, juste pour me surveiller. Oui, oui, c'est ça. Donc je tiens à dire que 15 jours, c'est un peu long, hein. C'est parce que moi, ils m'ont gardé parce qu'en fait, comme du coup, j'avais la valve mécanique, bah, ils ont commencé à me donner mon traitement anticoagulant. Parce que en fait, quand tu as cette valve mécanique, c'est vrai qu'il faut je vais expliquer un petit peu quand même. Ce qui il faut, que le sang, il faut fluidifier le sang, pour pas risquer que des petits caillots sanguins se forment et que ça bloque la valve, en fait. Donc il faut prendre un traitement anticoagulant et donc il faut viser un certain chiffre. Ce chiffre, c'est ce qu'on appelle l'INR, c'est ce qui mesure la fluidité de ton sang et il faut être dans une certaine tranche. Et donc, bah, moi, ils voulaient pas me laisser sortir tant que j'étais pas dans ma zone, en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'atteindre, cette zone. Ils ont dû parce qu'à chaque fois, ils augmentent la dose petit à petit. Normalement, il faut une dose assez minime, sauf que moi, dans mon cas, je ne sais pas pourquoi, ils ont pas su m'expliquer. J'ai une très grosse dose. Donc moi, je prends de la Coumadine, c'est le nom de mon médicament, ça sera plus facile. Moi, mon médicament, c'est de la Coumadine. Moi, il me faut une dose assez conséquente. Ils ont du mal à trouver. Donc je suis resté le temps que j'atteigne cette zone et c'est du coup qu'environ au bout de 15 jours à peu près, que j'ai pu sortir de l'hôpital. Alors moi, je sais ce que c'est la coumadine parce que j'ai eu les 2. J'ai eu l'hélicis et la coumadine. Est-ce que c'est pas trop chiant d'aller, tout le temps au labo pour savoir, ah non, mais non, tu as le Coagucheck du coup? Ouais, Non, oui. j'ai Decoagui-check moi. Oui, c'est vrai vu que, en vrai, c'est les patients qui ont été, opérés avec une valve mécanique, eux, ils ont le droit du coup. Tous Ouais. les autres ne l'ont pas. Même, tout le monde ne l'a pas, même avec une valve mécanique. Parce que moi, pour avoir contact avec beaucoup de personnes opérées du cœur, en fait, je me rends compte que, je suis presque chanceux parce que je suis l'un des seuls qui a le Coagucheck, hein. Donc le Coagucheck, effectivement, c'est un petit appareil que j'ai chez moi, qui m'évite d'aller au labo. Donc au début, il y avait une infirmière qui venait chez moi, très régulièrement d'ailleurs, je sais plus, mais très régulièrement. Et puis maintenant, je le fais tout seul, c'est un peu comme les diabétiques, en fait. Je me pique le doigt, j'ai une petite, voilà, j'ai une petite bandelette et puis la machine me donne mon chiffre, en fait. Et ce chiffre, chez toi, il doit être compris entre quoi et quoi? Enfin, tu sais? Entre 2,5 et 3,5. OK. Et donc je sais que si c'est trop bas, ça peut former des caillots, du coup, dans ta valve, Ouais, c'est c'est ça. ça? Et si En c'est gros trop haut, tu peux faire des hémorragies, c'est ça? ouais, c'est Enfin, ça. si, ouais, si, ouais, ouais, ouais. Ouais, pour OK. pour faire simple, si c'est trop bas, le risque, c'est qu'effectivement la valve se bloque et le risque, c'est l'AVC. Donc en fait, le plus dangereux, c'est trop bas. Faut surtout pas être trop bas. Trop haut, faut éviter aussi, c'est moins dangereux, mais faut éviter parce que le risque, c'est une hémorragie interne. Ouais, moralement, c'est pas facile. Ouais, on vit un petit peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec, ce genre de valve, ouais. Ouais et puis c'est une charge mentale, je pense aussi, dans le sens où, se contrôler tous les jours, faut savoir à combien on est. Après, faut savoir, si on est trop haut ou trop bas, faut je sais pas si tu t'auto-médicamentes ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je faisais en gros, quand j'étais trop haut ou trop bas, je montais, je descendais. Ah oui, oui, maintenant je gère, hein, parce qu'au début, j'appelais le Ouais. médecin, mais en fait, ce qu'il me disait, c'est ce que je comptais faire à chaque fois. En gros, quand j'étais trop bas, il me disait d'augmenter quelques jours et puis, bon, je dis: «Bon, OK, j'ai compris au bout d'un certain temps». Maintenant, je le fais tout seul et ça se passe, ouais, ça se passe, plutôt bien. Et du coup, après ces 15 jours, du coup, en soins intensifs où enfin, tu découvres un petit peu les joies de vivre avec une valve mécanique. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà, comment tu l'acceptes au final? Parce que bon, tu as pas le choix, hein, elle est là. Non, non, j'ai pas le choix. Alors, au tout début, j'ai tellement à cœur de me remettre en forme parce tout début, moi, je me sentais comme un légume, hein, je pouvais même pas aller faire mes courses, j'allais marcher 10 minutes, j'étais essoufflé, mon cœur était vraiment au plus bas, au plus bas. Donc en fait, au tout début, j'avais à cœur de me remettre en forme et j'ai été tellement, focus sur cet objectif qu'en fait, je me suis dit: «Allez Jérém, relève-toi, montre à tout le monde, tu coach, là, tu es reparti de très bas, montre à tout le monde, que tu peux te remettre en forme, que c'est ton métier, tes connaissances et que tu vas y arriver» et en fait, j'avais à cœur de ça. Donc les 6 premiers mois, j'étais tellement dedans, j'ai eu ma réadaptation cardiaque entre 2, tout ça, donc j'étais tellement en mode remets-toi en forme que, ça a été presque. Au niveau de la valve méca pure, ça a été. Voilà, j'apprenais à gérer mes médicaments, l'infirmière venait, enfin j'apprenais plus et je me remettais en forme et donc les 6 premiers mois,
Bah, je me suis remis en forme d'ailleurs très bien, je suis très content, je me suis fait mon petit protocole et cetera, mon petit cardio, j'ai repris la muscu tranquillement. J'ai écouté vraiment les médecins, ils m'avaient dit de pas reprendre la muscu avant 3 mois, j'ai pas repris avant 3 mois. Ensuite, j'ai repris en douceur. J'étais vraiment un bon élève à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir que moi, comme je l'ai fait pendant la crise du covid, ma réadaptation cardiaque, je l'ai eue que plusieurs mois après. Normalement, on l'a peut-être je l'ai eu plusieurs mois parce que c'était fermé. Donc j'ai dû me faire ma petite réadaptation cardiaque tout seul, en fait. Heureusement, j'avais les connaissances pour, mais quand même. Donc je l'ai fait tout seul, et donc ça a été. Par contre, il y a juste un truc qui m'a embêté dès les premiers jours, c'est le bruit de la vanne. Ça, c'est dur. Au début, clairement, hein, ça m'empêchait de dormir, ça empêchait même ma compagne de dormir qui était à côté, hein. Et ça a été le plus dur au début à gérer. On s'y fait, maintenant je l'entends, mais pour moi, c'est un bruit qui est normal, donc j'y prête pas attention. Il y a que dans certaines situations, ça me gêne encore un petit peu. Je donne toujours l'exemple des salles d'attente chez les médecins parce que c'est toujours très calme, on est avec d'autres personnes. Voilà, c'est le seul moment où je me dis, «Bon là, je sais que tout le monde m'entend», parce que je vois les gens un peu regarder à droite à gauche et s'ils savaient que c'était mon cœur, ils se diraient: «Mais qu'est-ce que» et voilà, c'est le seul moment où des fois, pareil, la dernière fois, j'ai eu un technicien qui est venu chez moi, du coup, il y avait aucun bruit, on parlait et à un moment, il y a eu un blanc. Il me dit: «Beh, c'est quoi le bruit qu'on entend?» Je dis: «Non, vous inquiétez pas, c'est ma valve» et donc je raconte mon histoire et ils sont toujours très surpris et voilà, c'est la seule chose. Sinon pendant 6 mois, j'étais vraiment dans mon truc, je me suis remis en forme. C'est là où j'ai commencé à partager mon histoire sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube. J'ai expliqué aux gens ce que j'ai fait et ça a été. Par contre, ça a été après les 6 mois où du coup j'ai retrouvé une bonne forme physique, où là j'ai eu un peu le contre-coup et je me suis dit, parce que bon, ça commençait à devenir lourd, le médicament. Au début, c'était nouveau donc ça allait, c'était et là, ça faisait plusieurs mois, les médicaments, le faire attention à ce que je mange, avoir un peu peur aussi. Quand je me cognais, j'avais des bleus énormes. Quand je me coupe juste un peu, mais même qu'un peu, ça pisse le sang, je fous du sang partout chez moi et là, je me suis dit, «Ah, c'est un peu lourd» et donc j'ai une de nouveau une période de descente. Moralement, ça a été un peu difficile, je dirais 1 an après mon opération. En fait, bizarrement, ça a été 1 an après mon opération que ça a été dur psychologiquement. Parce que j'ai passé cette phase de nouveauté. C'est là où 1 an après, où je me suis dit: «Oh mais en fait, ça va être ton quotidien à vie, en fait» et et c'est là où j'ai pris vraiment ce coup-là. Donc voilà, ça a été ce qui a été difficile. Donc j'ai une petite période de pas très bien, on va dire. Mais aujourd'hui, bon, je m'y fais. Il y a toujours des moments un peu difficiles, mais bon, je m'y fais. J'essaye de voir le positif et voilà un petit peu pour expliquer, comment j'ai vécu l'après, on va dire, l'après-opération, quoi. Et du coup, ben, moi, durant cette période-là, est-ce que tu t'arrêtes de travailler? Est-ce que tu continues de travailler? Comment est-ce que tu reprends, du coup, ton métier de coaching? Est-ce que ça change quelque chose? Parce que toi, enfin, tu viens de nous dire que quand même tu prends plusieurs prises de conscience, donc tu changes aussi, intérieurement. Est-ce que ça se ressent dans ta manière de vouloir, aborder, aussi ton rapport au corps, au sport et du coup, ta vie professionnelle? Ouais, ouais, à 100 ouais. Alors déjà pour la petite anecdote, avant de me faire opérer, parce que, bah, moi j'ai des clients en présentiel, en fait. J'avais des coachings, j'allais chez les gens où on se donnait rendez-vous. Bon bref, je fais du coaching personnalisé. Je travaillais déjà plus trop en salle de sport, hein. Je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur, en fait, hein, donc j'ai mon activité à moi et je me rappelle avant l'opération, je disais à tout le monde: «Bon, je vais devoir me faire opérer». D'ailleurs, tout le monde tombait des nues parce qu'ils me disent: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» ch Voilà, pour moi, j'en parlais tellement normalement que personne ne comprenait, hein. Il y en a même qui m'ont pas vraiment pris au sérieux au début, en fait et je leur disais: «Vous inquiétez pas, je serai absent 2 3 semaines, ça ira». Vraiment, j'étais très confiant. Sauf que, bah, après j'ai été absent, 2 mois, en fait et donc clairement, j'ai arrêté de travailler pendant 2 mois et alors je me répète, c'était pendant la crise du covid, donc j'ai bénéficié heureusement des aides. À ce moment-là, ils donnaient des aides pour les auto-entrepreneurs parce qu'ils savaient que les activités étaient à l'arrêt et «heureusement» entre guillemets, bah, du coup, j'ai profité de ces aides parce que sinon mon salaire était quasiment de 0. Parce que, bah, en tant qu'auto-entrepreneur, sinon on n'a pas trop d'aide, hein, on a rien nous, hein. Donc voilà, j'avais plus de clients, j'ai tout mis en stand-by, je travaillais plus. Clairement, j'avais pas la force, hein. J'avais pas la force de tenir un coaching, c'était impossible, impossible. Je me rappelle, je faisais des petites stories sur Insta et j'étais même essoufflé en parlant, je m'en souviens. Donc voilà, donc c'était en stand-by et j'ai repris tranquillement environ 2 mois après, même un peu plus je crois, hein. J'ai mis du temps à reprendre honnêtement. Et j'ai repris tranquillement. Heureusement, moi, comme je suis coaching en présentiel, je donnais plus de cours collectifs.
Donc en soi, je pouvais gérer mon effort. J'étais à côté de la personne, je lui expliquais, mais je faisais pas vraiment le sport avec elle, heureusement, parce que cours collectif, j'aurais jamais pu. Donc voilà, donc j'ai repris comme ça tranquillement et puis donc la on va dire la deuxième question, c'est est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de mon ma vision des choses sur le sport et le coaching? Oui, ça a beaucoup changé. Avant, comme on le disait, j'étais dans l'extrême. Je cherchais la performance, être le plus musclé et même si je faisais attention à ce que je mangeais, mais en fait, par exemple, alors je faisais attention à ce que je mangeais pour mes performances, mais pas tant pour ma santé. En fait, ma santé était derrière mes performances et après mon opération, clairement, j'ai inversé les rôles. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins musclé et cetera, je suis moins fort, mais je m'en fiche, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je veux être en bonne santé, je veux vieillir en forme et je pense que ça m'a fait mûrir très vite. Je pense que j'aurais eu cette réflexion plus tard, en temps normal, mais là, ça m'a fait mûrir extrêmement vite et du coup, ça a beaucoup changé dans un premier temps, moi, ma relation avec mes entraînements et ma remise en forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un entraînement beaucoup plus équilibré. Oui, je cherche toujours à être musclé. Oui, je cherche toujours à avoir des bonnes aptitudes physiques. Oui, ça, je vais pas le cacher. C'est mon plaisir. Mais je cherche plus à être le plus musclé, je me compare plus aux autres. Enfin, j'essaye du moins. Je cherche plus à faire des choses, voilà, à être le plus fort de la salle. Ça, c'est terminé. Heu et donc, je suis presque content d'avoir eu ce déclic parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Je pense que ce problème au cœur m'a permis d'avoir un déclic pour le bien de ma santé bien plus tôt. Je pense que c'est presque un mal pour un bien, ce que j'ai eu et donc en contrepartie, ça se ressent aussi pour mes coachings. Du coup, j'ai pas la même façon de coacher, parce que du coup, avec cette expérience, je me suis beaucoup formé sur le côté, gestion des émotions, parce que j'ai voulu apprendre à gérer mes émotions. J'ai fait quelques séances de psy aussi. Je me suis dit: «Bon, bah, à toi de te faire accompagner, c'est OK». J'ai vu une psy après l'opération parce que je me suis dit qu'il fallait, que ça pouvait que m'apporter. Ça m'a aidé. Je ne l'ai pas vu très longtemps honnêtement, mais elle m'a permis de comprendre des choses, de relativiser. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quelque temps après, j'avais encore du mal à parler de mon opération, à tout remonter. Voilà, les émotions remontaient encore beaucoup. Donc c'est un peu grâce à elle que je peux en parler aujourd'hui assez ouvertement et tout ça, ça m'a aidé. Donc en fait, ça m'a fait aussi grandir à ce niveau-là. Je trouve ça a ouvert un petit peu mon coaching, la façon d'accompagner les gens parce que, bah, 2 choses. Déjà, je sais ce que c'est que d'être au plus bas parce qu'en soi, moi, depuis mes 16 ans, je suis en forme et des fois, quand on est toujours en forme, on a du mal à se remettre à la place de quelqu'un qui démarre de 0, le pauvre. Et des fois, je pense que j'étais trop en haut, je me rendais pas forcément compte. Et aujourd'hui, oui, je me rends compte de ce que c'est. Moi aussi, je suis reparti d'en bas. Moi aussi, je sais ce que c'est que d'être à zéro, de retraverser des choses. Donc déjà, niveau, empathie, bah, c'est beaucoup plus puissant. Et puis comme je me suis formé sur les émotions, bah, aujourd'hui, j'ai plus de discours. J'ai pas que: «Fais ton programme, tais-toi, fais-le». Non, j'essaye de comprendre, j'essaye d'améliorer les choses vraiment intérieurement. Pourquoi la personne, moi, je fais beaucoup de perte de poids. Pourquoi tu craques sur cet aliment? Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi Et je trouve que, en fait, d'un coup, je suis passé d'un coach débutant, parce que j'avais pas tant d'années de coaching que ça avant, à un coach vraiment, plus mûr, plus expert. Vraiment, je trouve que d'un coup, ça m'a fait passer de l'autre côté. Donc, pour mon côté professionnel, je trouve que ça a été extrêmement puissant. Je trouve que ça m'a fait grandir d'un coup et pour ça, en allant loin dans ma réflexion, je suis presque reconnaissant de ça. Je me dis, voilà, peut-être que la vie a voulu me faire comprendre ça, je sais pas, prends-le du bon côté et j'en suis presque reconnaissant de m'avoir fait grandir d'un coup comme ça. Donc voilà, j'essaye d'en tirer le positif. J'essaye, comme on dit, de voir le verre à moitié plein. C'est pas toujours facile, attention. C'est facile de faire un beau discours comme ça. C'est pas tous les jours rose. Il y a des fois, je suis comme tout le monde, je me dis: «Mais pourquoi moi? Pourquoi la vie me fait tout ça?» Il y en a qui ont j'ai l'impression qu'ils ont aucun problème. Pourquoi moi je suis obligé de faire attention à tout? Je me dis aussi, depuis que j'ai 16 ans, je fais gaffe à ce que je mange, je fais du sport, je bois pas d'alcool, je fume pas et je me fais opérer du cœur. Des fois, on se le dit tout ça, on est obligé. Je me dis: «Mais pourquoi?» Et en fait, avec du recul, on se dit: «Non, mais c'est comme ça, il y a pire, c'est la vie, c'est les obstacles, faut avancer» et voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de me dire aujourd'hui. J'avais juste, une question, je rebondis un peu sur, ce que tu viens de dire. Est-ce que en fin de compte, tes clients, eux, ils ont aussi vu ta manière, de faire changer? Est-ce qu'ils ont vu la différence entre, le toi avant et le toi après l'opération? Ou est-ce que c'est même pas Ah, les mêmes clients?
Alors ouais, déjà bon, le ça tourne pas mal les clients, mais c'est vrai que j'en ai gardé, hein. J'en ai gardé, de avant, après l'opération. C'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont vu un changement. Maintenant, on en parle parce que, bah, moi, je crée des liens avec mes clients, hein. Il y a des clients, je les vois plus que ma famille, hein. Il y a des clients, je les vois plusieurs fois, par semaine, toutes les semaines depuis des années. Autant dire qu'on crée des liens, donc on parle beaucoup. Donc moi, je leur dis tout ce que je ressens, je leur dis voilà ce que j'ai traversé. Est-ce qu'eux, ils ont vu un changement? Ils me l'ont pas dit, je ne sais pas, honnêtement. Je pourrais pas parler à leur place. Hem, mais ils ont bien vu par contre que des fois, ils le ressentent parce qu'ils ont bien vu, par exemple, avant, c'est bête, mais je j'étais beaucoup plus musclé. Et là, on me dit: «Jérém, tu cherches pas à être plus musclé?» Donc ils ont vu qu'il y avait un changement dans la façon de m'entraîner. Ils ont vu que j'avais et je leur explique, je dis: «Non, voilà, moi, ma priorité maintenant, c'est d'être plus complet, c'est pas d'être juste le plus musclé, c'est être plus complet». Il y a juste cette petite chose où j'ai eu des commentaires. Sinon, sur ma façon de coacher, honnêtement, je sais pas. Je sais pas si eux, ils ont vu une différence. Et moi, je voulais te demander si toi, après, tu avais envie de reprendre aussi le sport pour toi et bah, tu disais là, c'était beaucoup plus respectueux de ta santé. Est-ce que tu as repris une activité? Comment tu l'as reprise? Est-ce que tu peux nous dire ça? Ouais. Oui, alors c'est vrai que depuis l'opération, du coup, je teste plein de choses. Alors la base de ma pratique sportive restera la musculation. Parce que pour moi, d'ailleurs, on pourra le partager aussi, ça c'est vraiment c'est pour ça que je partage sur les réseaux, c'est que pour moi la muscu est la base de la santé pour l'être humain. On y pense peu, ça fait peur, mais et même pour les opérés du cœur. Je sais que c'est déconseillé pourtant et moi c'est pour ça que moi je donne mon avis à ce niveau-là, parce que je suis persuadé que la muscu aide beaucoup plus qu'elle ne dégrade en fait. Bien sûr, si on fait les choses bien, attention, mais c'est comme tout. Donc la muscu reste la priorité dans ma pratique sportive. Par contre, c'est vrai que depuis l'opération, je fais beaucoup plus de cardio et donc j'ai acheté, une montre qui suit mon rythme, je regarde un peu mes performances, donc j'accorde plus d'importance. Avant, je le faisais aléatoirement le cardio. Maintenant, j'y accorde plus d'importance, le cardio fait plus partie de ma vie, et aussi, j'ai envie de me donner d'autres défis, qui sont possibles pour moi. Quand je dis possible, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, j'irai pas faire du football américain en club. Parce que sport à impact, c'est totalement déconseillé, donc je le sais. Par contre, j'ai envie de faire des courses, pourquoi pas des courses des marathons, des choses comme ça. Parce que ça, c'est du cardio, c'est une intensité qu'on gère. On peut, il y a pas de souci, même avec un problème cardiaque. Et donc il est vrai que j'ai cherché une discipline et donc bah, il y a une nouvelle discipline qui est arrivée qui s'appelle l'Irox, c'est en fait, donc c'est une course de 8 kilomètres de course à pied et entre chaque kilomètre, il y a un exercice de fitness à faire. Donc pour ceux qui connaissent les termes, il y a des burpees, des fentes, des wall balls. Pour faire simple, c'est les exercices, où tu sautes, tu lances une balle, tu tires un traîneau, tu pousses le traîneau, voilà, tu fais du rameur, voilà. Et j'ai fait donc en fait, pendant plusieurs mois, du coup, je me suis préparé pour faire un Irox, ça a été mon défi parce que dans mon lit d'hôpital, donc c'était en sortant de réanimation, je me rappellerai toute ma vie de ce moment. Il y a un cardiologue qui est rentré, un cardiologue que j'avais pas encore vu parce qu'il m'avait changé d'hôpital, en fait, parce qu'il m'avait passé de Rouen au Havre, vu que moi je suis du Havre et du coup je suis passé j'étais au Havre et du coup, un cardiologue est arrivé que j'avais jamais vu, il m'a dit: «Bon, bah, Jérémy, tu fais quoi dans la vie?» Et je lui ai dit: «Je suis coach sportif» et il a rigolé, il s'en est pas rendu compte, je pense. Il a rigolé, il m'a dit: «Bon, bah, va falloir, te réorienter alors», ce qu'il rendait pas compte, là, il m'a détruit à ce moment-là, il s'en est pas rendu compte. Parce que moi, coach, c'était mon métier de rêve et justement ma crainte, c'était qu'on me dise: «Tu dois arrêter ton métier à cause de ça». Et lui, en fait, sans s'en rendre compte, il avait, appuyé sur ma plus grande peur à ce moment-là. C'est tout ce que je voulais pas entendre, ce qu'il avait dit et il s'en est pas et c'est là où j'ai vu là, que les mots peuvent être très puissants. C'est ça aussi en tant que coach, j'ai beaucoup appris grâce à lui et juste avec cette phrase. Je me dis: «Fais attention à ce que tu dis à tes clients». On se rend pas compte, mais suivant ce que vivent les gens, là, une petite phrase peut les détruire. C'est bête, hein, mais quelqu'un qui vit très mal son surpoids, si tu lui dis: «Tiens, tu as pris un peu du ventre en rigolant», ça peut le détruire, en fait. Et du coup, c'est pour ça et lui m'avait détruit, en fait. Et du coup, au moment où il m'a dit ça, donc j'ai déprimé pendant 1 heure dans ma chambre, hein, autant le dire, hein, j'ai complètement déprimé et après j'ai repris un peu mes esprits et je me suis dit: «OK, tu vas le faire mentir. Un jour, tu referas une compétition sportive dans ta vie». Je savais pas quoi, hein. Je savais pas quoi, mais je lui ai dit: «Un jour, tu vas refaire une compétition» et donc je me suis juré de refaire une compétition sportive.
Voilà, donc ça, c'est pour la petite anecdote, qui m'a amené, d'ailleurs, autre parenthèse, j'avais des rendez-vous avec mon chirurgien, régulièrement après l'opération, normal pour qu'il regarde un petit peu l'état et en fait, je voulais lui poser la question, de savoir si mon activité professionnelle ou sportive allait être impactée. J'ai mis plusieurs mois, j'ai pas osé lui poser la question pendant plusieurs mois parce que j'avais très peur de la réponse. J'avais très peur qu'il me dise: «Bah oui, Jérémy, il faut que tu arrêtes», et en fait, par crainte, je ne lui ai pas posé et à un moment, j'ai pris mon courage à 2 mains, je me dis: «Bon, pose-lui, de toute façon, il faut bien que tu le saches, il faut que tu aies le cœur net» et c'est lui qui m'a rassuré. C'est mon chirurgien qui m'a dit: «Jérém, on t'a réparé». Il a dit ce mot-là. Il m'a dit: «On t'a réparé, ne t'inquiète pas». Donc il m'a dit: «Bien sûr, voilà, oui, tu as un problème par rapport aux autres», mais il m'a dit: «Tu fais ce que tu veux. Ceux qui te disent, d'arrêter la muscu et tout, tu les écoutes pas». Et parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est sportif à la base lui aussi, hein. Il fait des triathlons, je crois. Donc il a ce côté un peu sportif et c'est lui qui m'a rassuré et on se rend pas compte, mais donner de l'espoir à quelqu'un comme ça, c'est très puissant. C'est très puissant et des fois, vaut mieux de p enfin, même si on sait que oui, on sait que faire de la muscu à outrance, c'est pas forcément le meilleur des choix, mais c'est pas grave. Si ça donne de l'espoir à la personne, bien sûr, il faut bien lui faire comprendre qu'il faut faire les choses bien, qu'il faut bien contrôler, mais donner de l'espoir, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau et heureusement qu'il a eu ces mots et il m'a vraiment regonflé à bloc. Donc voilà, donc bref, donc j'ai continué et donc je me suis dit donc j'ai découvert cet Hyrox, cette nouvelle discipline, je me suis dit: «Voilà, ça, ça demande du cardio, c'est OK, c'est gérable. Ça demande pas des charges astronomiques, c'est dans mes cordes». Je me dis: «Ça, c'est parfait ça. Ça, c'est parfait. Je vais faire un Hyrox». Je me suis dit: Ça va être ma revanche» et donc bah, je me suis préparé. Donc pareil, la salle où je m'entraînais, monter un groupe pour faire, plusieurs Hyrox parce que maintenant il y en a plusieurs dans le monde et il y en a quasiment tous les week-ends, hein. Donc j'en ai trouvé un pas trop loin de chez moi et j'en ai trouvé un en Belgique. Je me dis: «Allez, je m'inscris, on y va, j'ai 6 mois pour me préparer, je vais faire cet Hyrox». Et donc là, bah, ça a été beaucoup de cardio, beaucoup de circuits très intenses, beaucoup de haute intensité. Donc j'avoue, là, j'ai un petit peu poussé, je l'avoue, mais du coup, beaucoup moins de muscu, par contre. Donc juste un peu pour garder un peu de force et un peu de voilà, mais j'avais déjà un très bon niveau en muscu, donc je me suis surtout concentré sur le cardio. Et donc voilà, donc je me suis préparé comme ça pour mon Hyrox. Arrive le jour J de l'Hyrox, je le fais et il se passe très bien. Voilà, très bien. Je me sens super bien, mon corps parce qu'il faut se le dire, hein, quand même. Depuis mon opération, je pense quand même. Je me dis: «J'espère que tout va bien se passer pour mon cœur». Avant, j'y pensais pas du tout à mon cœur et depuis cette opération, j'y pense. Je me dis: «Mince, si je sens une douleur pendant la course, qu'est-ce que je fais, quoi?» Et j'avais peur, en fait. J'avais une petite crainte, hein et c'est pour ça qu'en fait, je stressais pas tant pour l'Aerox en lui-même, je stressais pour savoir si mon cœur allait tenir. Stress que je connaissais pas avant et je me dis: «Bon allez, allez, tu y vas, tu t'es entraîné». Et ça s'est très bien passé. J'ai fait un bon temps, j'ai fait le temps que je voulais, donc ça a été ma plus belle victoire sportive depuis mon opération. Ça a été cet Aerox parce que ça demande une super condition physique et alors je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour prouver aux autres, c'est pour ça que je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube, pour prouver aux autres opérés du cœur. Je leur dis pas de forcément de faire un Aerox, attention. Et je leur dis: «Voilà, vous pouvez retrouver une très belle condition physique, vous pouvez, croire en vous, n'ayez pas peur de faire du sport, c'est bon pour vous» et aujourd'hui, mais j'ai encore passé une écho il y a pas longtemps là, il y a 2 mois là, ça va très bien, ça va très bien et donc voilà, donc je suis très content de l'avoir faite et aujourd'hui, donc je suis dans cet état d'esprit au niveau de ma pratique sportive, donc depuis que mon Aerox s'est passé, j'ai quand même ralenti un petit peu, mais voilà, je reste dans un focus musculation, cardio, des petits circuits de temps en temps et voilà, c'est mon équilibre en ce moment au niveau du sport. Et est-ce que du coup ton histoire qui du coup est liée aux pathologies cardiaques, est-ce que ça apporte une, je sais pas, tu vois, une particularité? Est-ce que tu accompagnes du coup plus de personnes qui ont des pathologies, cardiaques aussi? Vu que tu es passé par là, je me dis c'est quand même une plus-value, tu vois, d'apporter le fait que, ben, j'ai vécu ça de l'intérieur et je peux comprendre peut-être mieux que d'autres coachs certaines, phases de ce que les gens avec une pathologie cardiaque peuvent traverser. Ah ouais, totalement. Alors moi, il faut savoir que j'avais déjà une petite chaîne YouTube, mais c'était comme ça et donc j'ai mis ma première vidéo où j'ai, retracé mon année
de remise en forme après mon opération du cœur et cette vidéo-là, je l'ai mise sans rien en attendre. Je me suis dit: «Allez, je vais partager, si ça peut aider rien qu'une personne, ça me fait plaisir». Parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'ai su que j'allais me faire opérer, j'ai cherché des infos partout sur internet. Parce que moi, je voulais savoir comment allait être ma vie sportive après mon opération du cœur. Je n'ai trouvé aucune. J'ai fait des mois de recherche, hein. 0, mais quand je dis zéro, même pas zéro info. J'avais l'impression qu'aucune personne jeune, sportive, s'était fait opérer du cœur. Je me suis dit: «Mais je suis le seul en France ou quoi? C'est pas possible». J'ai trouvé rien et je me dis: «OK, je suis coach, je suis opéré du cœur, bah, c'est moi qui vais mettre les infos» et du coup, j'ai mis ma première vidéo et donc je l'ai mise et alors elle a pas fait des millions de vues, hein, mais elle a fait, quand même quelques milliers de vues. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à 10 000. Bon, je sais plus. Mais bref, mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est que chaque personne qui a regardé me laissait un commentaire et j'ai commencé à avoir des commentaires de me dire: «Mais merci, c'est super intéressant, enfin quelqu'un qui en parle» et j'ai reçu des commentaires et il y a même des gens qui me contactaient, qui m'envoient des emails. Il dit: «Mais Jérém, est-ce que je peux t'appeler? J'ai besoin d'en parler» et je dis: «Mais» alors ça s'est fait au fil des années, hein, ça s'est pas fait en quelques mois, hein, mais au fil des années, j'avais des gens qui me contactaient. Je dis: «Waouh, c'est» ça me faisait plaisir et même moi, ça me reboostait. J'avais envie de faire ça pour les autres, de vraiment, ça me portait. Donc j'ai commencé à appeler des gens, on en parlait, voilà, mais au début, j'allais pas plus loin. J'en parlais, je partageais mon expérience. J'ai mis d'autres vidéos. En plus, je gagnais en expérience. Moi, je gagnais en années de vivre avec cette valve mécanique, de vivre avec ce problème, donc je mettais des vidéos, toutes les questions qu'on me posait, je les traitais en vidéo et j'en ai mis une dizaine qui traitent de l'opération du cœur, je pense, sur ma chaîne YouTube et dont certaines qui ont fait beaucoup de vues. D'ailleurs, celle sur la valve mécanique a fait plus de 10 000 vues parce que c'est un sujet dont personne ne parle. J'ai l'impression d'être le seul à en parler, d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi et là, j'ai plein de personnes qui m'ont contacté et dont des personnes, bah, assez jeunes. Quand je dis jeunes, c'est dans la 30-40 ans, hein, mais pour une pathologie cardiaque, c'est jeune, hein. 30-40 ans, des personnes très sportives et ils me contactent, ils me disent: «Beh, Jérém, j'ai besoin de conseils. À l'hôpital, personne ne veut me dire concrètement ce que je peux faire niveau sport. Tout le monde me dit juste de ralentir la muscu, on me dit rien de plus». Ils m'ont dit: «Toi, on a vu que enfin, j'ai vu que tu avais réussi. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un comme toi qui me conseille» et là, on a commencé à vouloir des conseils de moi et là, je me dis: «Attention, ça peut être dangereux» parce que je suis pas médecin. Donc je disais bien à tout le monde: «Attention, hein, je suis pas chirurgien, je suis pas cardiologue. Moi, je reste dans le domaine du sport et de l'alimentation» parce qu'il y a même des personnes qui commençaient à me demander des conseils. Est-ce que je dois choisir la valve méca, la valve biologique, les médicaments? Je dis: «Non, moi, je ne parle pas de ça. Ça, c'est ton médecin qui t'en parlera. Moi, je reste» et voilà et donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc ça a duré plusieurs années parce qu'aujourd'hui ma chaîne elle a cin enfin ça fait 5 ans que j'en parle du coup, hem et j'avais de plus en plus de personnes, dont j'ai eu mes premiers clients effectivement. Donc moi j'accompagne des personnes en ligne, donc à se remettre en forme et j'ai commencé à avoir un client qui avait fait une crise cardiaque, je m'en rappelle, et qui m'a contacté. Il m'a dit: «Voilà, je suis monté à 120 kilogrammes, j'ai fait une ça va plus du tout, j'ai très peur pour mon cœur. Toi, j'ai vu que tu t'étais fait opérer du cœur, est-ce que tu peux m'accompagner?» Bon bah, j'ai dit: «OK, vas-y». C'était le premier. C'était un jeune papa en plus dans la trentaine, il venait d'avoir ses 2 enfants, enfin, j'ai dit: «OK, je t'accompagne» et il a perdu, 35 kilogrammes. Il a perdu 35 kilogrammes, il s'est remis au sport, tout s'est bien passé et je me dis: «Ouais, c'est quand même génial». C'est quand même génial de pouvoir me servir de mon expérience pour aider. Du coup, j'ai décidé d'en faire ma petite différenciation sur les réseaux. C'est-à-dire, oui, je suis coach sportif, mais le petit truc en plus, c'est que moi, je suis vraiment «spécialisé» entre guillemets pour les gens qui ont un cœur un peu fragile. Alors, j'accompagne pas que des personnes opérées du cœur, mais les personnes opérées du cœur, vous pouvez venir me voir, je vous répondrai. Si je peux vous répondre, bien sûr, je me mettrai jamais en conflit avec un hôpital ou avec un cardiologue. Moi-même, je vais leur demander conseil. Donc vraiment là-dessus, je les écoute. Mais voilà, si vous voulez des conseils sur le sport, je peux vous partager les conseils. Et j'ai commencé à avoir deux trois personnes opérées du cœur en suivi. Et je les ai aidés comme ça. En fait, je les ai plus aidés à retrouver confiance, au-delà de la transformation physique. C'est plus pour retrouver confiance. Que j'ai des personnes clairement qui m'appellent, qui me disent: «Bah, moi j'ai pas vraiment d'objectif, je veux juste reprendre ma pratique de la muscu, du triathlon, mais j'ai peur de faire n'importe quoi» et voilà et c'est juste ça, j'ai peur de faire n'importe quoi. Ils veulent juste être rassurés, en fait et donc au bout de plusieurs années comme ça, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai dit: «Mais est-ce qu'il existe concrètement un programme dans le monde qui accompagne les gens opérés du cœur, mais très sérieusement sur le sport, pas juste de leur adaptation cardiaque. Vraiment un programme qui aide les gens à reprendre le sport avec une bonne intensité, à refaire même des compétitions. Est-ce que ça existe? J'ai fait mes recherches et bah, dans le monde, hein,
J'ai trouvé qu'un seul programme, un seul dans le monde. Je crois que c'est aux États-Unis, je suis pas sûr. Et aujourd'hui, ils sont tellement gros, il y a tellement de la demande, ils sont même associés avec plein d'hôpitaux, des médecins, ils ont des milliers de personnes dans leur équipe et ils accompagnent des gens de, je pense, plein de toutes les personnes anglophones, je pense, qui, opérées et je me dis: «Mais c'est génial, quoi». Nous, ça existe pas dans les enfin, déjà, il y en a qu'un seul qui existe et donc dans les pays francophones, il y en a zéro. Et donc je me dis: «C'est génial». Donc bien sûr, je suis pas à leur niveau, mais je me dis: «Bah, moi aussi, je vais doucement essayer de créer un programme entre guillemets «adapté», me servir de mon expérience, de ma remise en forme, mais adapté un petit peu pour tout le monde». Et donc j'ai fait, un jour sur une de mes vidéos, j'ai fait: «Voilà, je vous laisse un questionnaire. Toutes les personnes qui veulent laisser leurs coordonnées pour qu'on s'appelle, on s'appelle». Moi, je voulais juste récolter des données et donc j'ai une quinzaine de personnes qui m'a appelé et je leur ai juste dit, je leur ai dit: «Voilà, aujourd'hui, tu aurais besoin de quoi? Qu'est-ce que tu serais prêt à tu aurais besoin de quoi pour te faire accompagner? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que» donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de retours comme ça et clairement tout le monde m'a dit «Bah, moi je sais pas quoi faire, OK, j'ai fait ma réadaptation cardiaque, mais je suis pas suivi après, je sais pas quoi faire». D'ailleurs, je rouvre une parenthèse, c'est comme ça que je vous ai connus. J'ai une des personnes, donc c'était une jeune femme qui m'a appelé, donc j'ai parlé avec elle, tout ça et elle m'a dit, bah parce que je lui dis: «Moi, j'ai fait mes vidéos parce que personne d'autre parle des opérations du cœur». Il me dit: «Ouais, tu as raison». Elle me dit: «Il y a que le» j'ai trouvé aussi que le podcast de 2 jeunes femmes qui parlaient, donc c'est, Cœur battant. Je leur dis: «Ah bon? Bah super, ils sont sur quoi?» Elle m'a dit: «Ils sont sur Instagram» et c'est comme ça que j'ai pris contact avec vous. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse et donc suite à ce questionnaire, j'ai récolté beaucoup de données et aujourd'hui, il est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent parce que c'est opéré du cœur, déjà, c'est une grosse partie de mon audience et j'ai, pas mal de personnes qui rentrent en suivi avec moi parce que, bah, c'est des opérés du cœur, mais c'est des sportifs, hein, qui veulent reprendre le sport convenablement, qui veulent perdre du gras sans faire n'importe quoi et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, c'est pas encore la majorité, mais j'ai peut-être, 15 de mes clients qui sont opérés du cœur. Aujourd'hui, je commence petit à petit à me spécialiser là-dedans, à améliorer mon suivi. En fait, à terme, mon projet, vraiment dans le futur, mon rêve, ça serait de créer un petit peu le même type de programme que j'ai vu. Je sais plus leur nom. Ça serait vraiment de faire un truc spécialisé pour les opérés du cœur et ça serait même de m'associer avec des cardiologues, même pourquoi pas q en fait, vraiment, mon rêve ultime, ça serait que mon programme soit proposé dans les hôpitaux. Un opéré du cœur dise: «Bon», dise au médecin: «Mais qu'est-ce que je fais maintenant?» et qu'il dise: «Voilà, il y a ce programme-là, il est parfait, suis-le et il est fait pour toi» et ça, aujourd'hui, c'est mon objectif très, très long terme. Alors je ne sais pas si c'est faisable. Je sais que ça se fera sur, des années et je sais que ça demandera beaucoup d'investissement et sûrement beaucoup d'argent. Mais ça serait vraiment c'est vraiment mon ambition parce que je me dis, bah, déjà moi ça me touche quand même parce que je suis concerné et je me dis: «Si j'arrive à faire ça, je laisserai un petit peu une trace dans ce monde» parce que j'aurais été le premier programme francophone pour les opérés du cœur qui veulent reprendre du sport. Et ça m'emballe. Donc je commence à en parler, je commence à en parler aux j'en ai parlé à une dizaine de personnes opérées du cœur et ils m'ont tous dit: «Mais Jérém, c'est incroyable, il faut que tu le fasses». Alors voilà, je sais pas si ce sera possible, je sais pas si j'ai les épaules pour faire ça, mais en tout cas, voilà, c'est dans ma tête et c'est vraiment mon projet aujourd'hui, ouais. Je pense même, en lien avec les centres de réadaptation et de rééducation cardiaque, ça peut être un super, post-rééducation. Après, parce qu'on est un peu, voué à soi-même une fois que c'est terminé. Heu, donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait après, être sorti du circuit, «hospitalier» entre guillemets parce que c'était ça quoi, enfin, heu, ouais. Et c'est ça et moi j'aimerais, c'est ce que font d'ailleurs la grosse, entreprise américaine, c'est que les gens, par exemple, ont une petite appli, sur leur téléphone et que voilà, ils sachent ex ils en fait, ils puissent prendre contact avec un professionnel de santé, ils aient des séances de sport mais adaptées à leur pathologie. Même alors, bon, j'en suis pas encore là, mais ils vont même plus loin, c'est-à-dire que l'entreprise américaine, ils sont même au point de gérer le traitement de chaque, chaque patient. Ça va tr Aujourd'hui, c'est une très, très grosse entreprise, hein, c'est énorme. C'est les leaders, clairement. Et moi, alors, je sais pas si je serais, si je vivrais assez d'années pour en arriver jusque-là, mais en tout cas, j'aimerais que ça se dirige, là-dessus, quoi. J'aimerais vraiment que ça se dirige là-dessus. Ouais, c'est mon ambition aujourd'hui. Que la personne soit guidée, même des années après son opération du cœur, en fait. Bah, pourquoi pas leur demander à eux et d'être, en gros, tu serais leur antenne francophone. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Bon, en tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est une super idée et je pense que ça peut effectivement répondre à pas mal
questionnements et d'accompagnement, que les gens, post, opération cardiaque peuvent, se poser. Donc on te souhaite, vraiment, de réussir, d'entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre et que ce soit, le plus utile possible. Merci beaucoup. On verra bien, ouais. Quel message, donc pour clore, sur, cette, belle, sur ce beau témoignage plutôt, quel message souhaiterais-tu adresser à d'autres personnes, qui vivent des arrêts, brutaux ou des pathologies invisibles telles que, ben, par exemple la tienne ou justement, ceux qui ont été opérés à cœur ouvert ou d'autres pathologies cardiaques? C'est sûr que je pourrais te dire, de croire en soi, de voir le verre à moitié plein et cetera, mais je trouve que c'est trop facile à dire. Ça aide pas vraiment la personne parce qu'elle s'en doute de tout ça, même si c'est ce qu'il faut faire, mais ce que j'ai plutôt envie de dire et d'après tous les retours que j'ai, c'est plus de pas baisser les bras, dans le sens je parle vraiment je vais plutôt me concentrer sur les pathologies cardiaques, hein. De pas baisser les bras, de croire en soi et de pas se dire que la vie est terminée ou parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté ou même que j'ai vu sur les forums, qui depuis cette opération sont complètement en dépression parce qu'elles se disent que, bah, ils ont une pathologie hyper grave, donc ça y est, tout est fini, qu'elles peuvent plus rien faire. Je trouve que ça accentue la fatigue, ça accentue tous nos ressentis négatifs et non, j'ai envie de leur dire c'est pour ça que je partage les vidéos de moi en train de faire du sport, en train de faire un aérox, parce que je veux leur dire: «Non mais on peut encore être en super forme, on peut encore faire beaucoup de choses». Et voilà, ce serait plus juste baisser pas les bras. C'est pas facile, je vais pas le cacher. On va douter toute notre vie. De toute façon, on va vivre toute notre vie avec une petite peur, en sachant qu'on a un souci. Mais de continuer à avancer, de pas avoir peur de faire du sport, de pas avoir peur de même de repousser un peu ses limites de temps en temps, de pas vouloir rester trop dans alors oui, il faut faire attention, mais de vouloir rester trop dans le confort, je trouve que ça accentue cette peur et cette «faiblesse» entre guillemets, physique. On peut avoir peur de temps en temps à chercher un petit peu pour regagner confiance, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai fait cet Aerox, moi. C'est parce que, bah, en fait, c'était aussi pour regagner une certaine confiance. Voilà, c'est ce que je dirais à quelqu'un, qui va vivre un arrêt brutal, c'est juste de faire en sorte d'essayer de se relever, mais vraiment, petit à petit chaque jour. C'est sûr que du jour au lendemain, on retrouvera pas une confiance et on redeviendra pas une machine de guerre, du jour au lendemain. Et le tout, c'est de pas rester à terre, en fait. On va pas se le cacher, c'est un moment où la vie nous met un peu à terre. Et comme, des millions de personnes avec, je ne sais combien de pathologies et de maladies et de problèmes de la vie différentes, hein. Donc OK, là, on a été à terre. Relève-toi, en fait. C'est quoi l'autre possibilité? Rester à terre, quel est l'intérêt de rester à terre? Je me répète, hein, c'est facile à dire, mais je veux dire, la vie, on en a qu'une. On n'a pas de deuxième chance dans la vie. On ne peut pas faire recommencer. Donc je veux dire, quitte à rester à terre, bah, autant tout tenter. Autant vas-y, essaye de te relancer, remets-toi en forme. Ça n'a aucun intérêt de se laisser un petit peu déprimer, et je me répète aussi, par contre, ne pas hésiter à se faire accompagner. Moi, j'ai été voir une psy, je pensais pas un jour dans ma vie aller voir une psy, honnêtement. Ça m'a aidé, c'est pour ça que je propose du coaching, ça aide, des professionnels sont là. Je veux dire mettre toutes les chances de son côté pour se relever, investir sur soi-même, penser plus à soi-même, en fait. Donc investir sur sa santé, bien manger, faire un peu de sport, investir dans un accompagnement, pourquoi pas, dans n'importe quelle sorte, que ça soit psychologique, sportif, nutritionnel, je ne sais quoi. Et voilà, investir sur soi, se faire accompagner, mais vraiment remonter la pente petit à petit. Et ça, j'insiste sur le petit à petit parce que c'est aussi une expérience, enfin pas mal de retours que j'ai. C'est que moi, je sais ce que c'est que de se remettre en forme parce que j'ai le retour de pas mal de clients. J'ai aidé des centaines de personnes aujourd'hui. Je trouve le risque, c'est de vouloir retrouver son niveau trop vite. Je parle pour les anciens sportifs souvent. C'est moi, j'ai beaucoup de sportifs, ils me disent: «Mais Jérémy, moi je suis déprimé, avant je faisais ça, ça, ça». Mais on s'en fout de ce que tu faisais avant. C'est pas grave. Déjà, sache que ton corps ne l'a pas oublié, c'est pas perdu ce que tu as eu avant, parce que tu l'as entraîné et puis ce qui compte, c'est l'instant présent là. Donc vas-y petit à petit. À la fin, tu seras beaucoup plus haut que si tu veux faire les choses trop brutalement, que du coup, soit ça te déprime, soit tu blesses, soit tu as un autre problème et qu'au final, bah, tu redescendes. Donc vraiment faire les choses petit à petit, mais surtout chercher à se relever chaque jour un peu plus, même si c'est minime, même si c'est rien du tout, mais et voilà et prendre ça comme une force. Moi, j'ai vraiment pris ça à mes débuts comme un combat, je me suis senti comme un quelqu'un qui était en train de renaître de ses cendres, se mettre vraiment dans la
dans la personnage dans la peau d'un héros presque, hein, se dire: «Allez, c'est ma vie, je vais y arriver, c'est mon combat». Je trouve que ça booste quoi. Je me suis senti pousser des ailes les premiers mois, et les gens, me voyaient revenir à la salle, très rapidement, et ils me disaient: «Ouais, ils me disaient: "Mais tu es vraiment motivé, on te voit tous les jours", alors que je faisais des choses ridicules par rapport à ce que je faisais avant. Juste faire une pompe, je ne pouvais pas, parce que ça me tirait trop. Voilà, des ch mais c'est pas grave, c'était pour moi, et donc je l'ai fait petit à petit, et voilà, aujourd'hui j'ai retrouvé ma condition. Donc ça, je pense que c'est ce que je dirais à quelqu'un qui vit une situation difficile, hein. Bah, en tout cas, merci infiniment pour ton témoignage parce que c'était vraiment hyper, intéressant et je trouve que tu as vraiment su, faire de ton parcours qui était pas forcément simple, qui aurait pu rester quelque chose de pas très, joyeux au final, de rester sur une note un peu, bah, voilà, il m'est arrivé une seconde opération, c'était pas du tout prévu, puis, bah, j'aurais peut-être dû arrêter le sport ou changer complètement ma carrière, professionnelle et ben, je trouve que c'est aussi une super force de résilience de se dire que en fait non, c'est possible, en étant patient comme tu le dis, en avançant petit pas par petit pas et je trouve que tes projets à venir et la manière dont tu as su, rebondir, sur tous les plans, c'est hyper chouette, quoi. Bravo à toi, déjà et on te souhaite, ben, plein de belles choses à venir encore. Merci à vous. Merci beaucoup Jérémy et puis, merci d'avoir partagé tes belles valeurs, vraiment. Ouais. C'était, un beau partage et très enrichissant. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation, en tout cas. Merci infiniment Jérémy d'avoir partagé ton histoire avec autant de sincérité. Ton témoignage est une belle leçon de vie. Oui, les pathologies cardiaques peuvent bouleverser une existence, mais elles ne définissent pas toute une personne. Tu nous montres que l'on peut rebondir, se réinventer, trouver un nouvel équilibre et même continuer à nourrir ses passions, en l'occurrence le sport, différemment, mais avec toujours autant d'intensité et de cœur. Nous te souhaitons de poursuivre ton chemin avec la même énergie, la même détermination et que tu continues à inspirer ceux qui croisent ta route. Que ce soit dans une salle de sport, en compétition ou ici, à travers nos micros. Merci pour ta voix et merci pour ta confiance.